Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro Rire podcast, toujours animé par les frères gallois et aussi par notre invité Flo, qui est là pour la 3e fois consécutive, pour toujours ce podcast dédié à la perte de gras. À la base, on était parti pour un épisode, puis 2, puis 3, et peut-être 4, on ne sait pas. Je ne sais pas si l'expression jamais 403 existe, mais on verra bien. On va pouvoir la créer du coup au cours de ce podcast. Ça marche. On va pouvoir peut-être directement enchaîner avec la première rubrique. Donc le retour sur nos semaines. La dernière fois, donc Flo avait fait un long retour sur sa semaine. Du coup, on va avoir un peu des news par rapport à ton cut. On t'a rien demandé avant pour justement garder un peu la surprise. Mais voilà, on te laisse faire un petit retour sur tout ça, Flo. Je commence de nouveau. Bon, je vais essayer d'être. Alors, je partage énormément sur Instagram un peu de mes jours, mon quotidien, etc. Mais je peux quand même refaire un bon parenthèse, on va dire, de ça. Alors, du coup, je crois que dans le dernier podcast, alors je sais pas si on en avait parlé en off ou dans le podcast, je parlais du fait que mes calories n'étaient pas super hautes. J'étais encore à 2900, je crois. Et que, alors ça me permettait d'être performant à l'entraînement quand même, mais je sentais que, en gros, mon corps il me faisait clairement comprendre, mange plus. Ouais. Je le sentais parce que j'avais plus des envies de craquage, j'avais des trucs un peu à la con, des envies d'un truc un peu plus sucré, des trucs que je me disais que j'arrive au repas le matin, j'aimerais manger encore, tu vois. J'arrive au repas du midi, j'aimerais manger encore. J'arrive à celui du soir, j'aimerais manger encore. Et ça, quand tu as passé cet objectif, c'est un peu frustrant, tu vois. Tu te dis, bon, ça m'embête un peu, tu vois. Là, pourquoi je me restreindrais, etc., tu vois. Et donc, on en a parlé de quoi avec Lucas, etc. Donc, c'était plus ou moins prévu qu'on allait monter, mais c'était pas forcément dans les plans écrits, on va dire. Donc, là, actuellement, je suis à 3002, donc c'est 300 calories de plus. Ça me permet d'avoir un plus gros midi, un petit peu plus quand même le soir. Et en fait, c'est tout bête, mais mentalement, ça va beaucoup mieux. Ça me permet de me placer une pizza, par exemple, parce qu'avec 3002, c'est beaucoup plus simple. Tu dis, OK, une pizza, 1005, ça te laisse largement assez de calories le reste de la journée, par exemple, ou un burger, ce genre de choses, sans devoir sortir énormément des calories ou même en restant carrément dedans, parce que c'est ce que j'arrive au final à faire. Donc ça me permet ça, et c'est surtout ce que j'avais besoin. C'était vraiment de l'envie de, en gros, manger de la merde, tu vois. Parce que tu t'es tellement restreint, c'est juste te dire un gâteau, truc par-ci, par-là, parce que quand tu as 2009, ben, t'envoies un burger, bon, déjà, t'as plus rien à manger, limite. Et des gâteaux, c'est la même chose. C'est trop petit pour euh, te, te, te convenir pour ton ventre. Mais par contre, au niveau de tes calories, ça te détruit complètement tes calories. En gros, c'est ça, pour faire court. Donc maintenant, je suis à 3002. Ouais, j'aimerais manger plus, ça c'est sûr. Mais par contre, ça va beaucoup mieux. Parce que, ben, pareil, je peux me dire, OK, mercredi, samedi, c'est un peu mon jour où j'envoie des trucs un peu plus à la con, entre guillemets. Tu vois, je me fais des courses où j'achète un peu plus de trucs actuellement de Noël, tu vois. Que ce soit genre des pains d'épices de Noël, ce genre de trucs que je place en dessert, ce genre de choses. Ouais, donc du coup, actuellement, ma semaine. Alors, ça, c'est le nouveau truc, ça se passe très bien. Au niveau de l'entraînement, ça va mieux. J'en parle ou pas, du coup? Je parle. Ouais, vas-y. Attends, j'aimerais juste du Ouais. coup revenir avant sur Ouais, ta vas-y. diète, parce qu'en fait c'est le lien parfait avec le dernier podcast où on a parlé des cheat meals, etc. Au final, du moment que ça rentre dans ta diète, ça va être OK. Comme dit Flo, tu peux très bien réussir à faire passer un burger, une pizza. Alors bien sûr, j'imagine que tu fais pas ça tous les jours non plus, mais Malheureusement, non. mais du coup, à partir du moment où c'est dans ta diète, eh bien, ça arrive à le faire. Enfin, tu restes dans tes calories, tu respectes même tes macros, etc. Donc, c'est pas ça qui déglingue tes résultats. Au niveau de ton poids, du coup, tu es toujours stable, tu es toujours à maintenance ou tu es... Ben là actuellement je suis toujours en dessous des 76. Ouais, je suis actuellement même peut-être pas en perte, mais si je mange un jour un peu moins, je repère du poids, tu vois, à la limite. Donc on est vraiment sur une maintenance, tu vois. Ouais. Et est-ce que De du poids. coup, indirectement, tu as aussi un peu augmenté ton activité tu as senti que voilà, tu bougeais un peu plus, tu avais plus d'énergie, etc. Non, justement, pas du tout. L'inverse, complet. Ah ouais? Ah ouais. Ah, moi, quand je suis en sèche, je bouge comme pas possible. Genre, je bouge plus que quand je mange plus, en fait. Je me dépense plus, tu vois, je vais faire des trucs inutiles, des gestes qui servent à rien, genre limite danser et tout. Alors que là, actuellement, poser à mon bureau, rien faire, ça me va super bien. Ah ouais, moi, D'accord. tu vois, c'est le contraire. Encore une Ouais, fois que tout le monde est différent. Et c'est c'est vrai ça. que lors de mon mini-cut, et là, on va parler aussi dans ce podcast de la fin du cut, etc., comment gérer tout ça. C'est vrai que dès que j'ai commencé à remettre des calories, tu sais, les mouvements, tu sais, ou tu sais, les tapotements, etc.,
voilà, tout de suite, je me suis remis à en faire. C'est quelque chose que je faisais tout le temps en prise de masse. Et toutes ces petites dépenses d'énergie, etc., dès que j'ai remis un peu de calories, c'est des choses que j'ai recommencé à faire. Alors que lorsque j'étais plus bas en calories, c'est des choses que je faisais plus. Et au contraire, je vivais uniquement dans l'économie, tu vois. Ouais. C'est ça. Si Ouais, je c'est ça. pouvais m'asseoir, je m'asseyais et j'évitais de rester debout. Alors ouais, pour le coup, pas du tout. Moi, j'ai l'impression que mon corps, je passe en mode sèche, il me fait comprendre, bah, je vais t'aider à y aller encore plus vite, tu vois. Aucune flemme à aller faire les pas, aucune envie de vraiment rester genre sur le canapé et de rien faire, tu vois. Alors que là, actuellement, après le repas du midi, aller marcher, ça me... Ouah, flemme, tu vois. Ah ouais, je Alors vois. que quand j'étais à 2002, c'était vraiment trop bien, les entraînements, tout, parfait. Après, peut-être que tu sais, dans ton esprit, tu es peut-être conditionné autrement maintenant que tu as été au bout, tu as fait la peak week, tu vois. Ah Même oui. si l'objectif est un peu plus lointain maintenant. Oui, bien Donc, sûr. parce qu'il y a, dans une perte de poids réussie, il y a quand même aussi une grosse partie de mindset et de, voilà, si tu dis que tu fais ça, tu te fixes ton objectif, c'est parti, tu vois. Donc, il y a peut-être ça, il y a peut-être aussi un peu plus ce relâchement de te dire que, eh bien, c'est dans plus de 20 semaines, je crois, les échéances. Maintenant, je crois que c'est 20, je crois qu'on est dans les, ouais, on doit être dans les 22, 24 pour les deux ou 20, ou 20, 22, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, c'est ça, mais du coup, c'est assez lointain, ce qui fait que ça te laisse un peu plus de marge. Et surtout, après avoir passé une période de temps peut-être assez éprouvante, c'est pour ça que eh bien, que tu as besoin de ça et que tout simplement ton corps, bah, voilà, il a envie de plus se reposer, ce genre de choses, tout simplement. Ça. Je te laisse continuer, du coup, je t'ai interrompu. Pas de souci, pas de souci. Du coup, ça c'est au niveau de la diète. Et je crois que je vais dire un truc par rapport à ça, mais ça me reviendra si jamais. Donc, actuellement, oui, le seul truc, c'est que j'essaye quand même de faire stratégique mes jours où je mange un peu. Parce que tout bêtement, bien sûr, tu vois, tu vas te faire le burger 1005, truc comme ça. Automatiquement, ça laisse même pas 2000 calories sur le reste de la journée. Donc, j'essaie de faire ça sur les jours où je m'entraîne pas. Enfin, on m'entraîne pas. En gros, si tu veux, mercredi, samedi, c'est mes jours de cardio. Je me dis là-dessus, je place ces repas-là. Parce qu'en gros, cardio, abdos, mollets, un petit déj à 500 calories, ça me suffit largement. Alors qu'un entraînement avec que un petit déj à 500 calories, alors que je peux monter jusqu'à 800 comme je le fais actuellement, ça m'embête un peu. Hmm. Donc, c'est le seul truc, c'est que j'essaye quand même un minimum que ce soit assez stratégique, de me dire, OK, le petit déj fera que 500, le midi, je peux réussir à me restreindre un peu parce que ça va, c'était du cardio en gros, et je pourrais envoyer un peu plus le soir. Ou alors, je fais ce gros repas le midi, et comme j'ai fait les derniers jours. Mais c'est le seul truc, j'essaie quand même que ce soit un minimum stratégique parce que mon objectif actuellement reste toujours d'être performant sur mes entraînements. Malgré tout, c'est quand même toujours mon objectif de la semaine, de ma vie presque en général. Mais voilà, ça c'est le but. Et Ouais. justement, côté entraînement, ça, tu sens que tu as un peu plus d'énergie, tu sens que tu es un peu plus disponible. Non, par contre, oui, là, j'avoue que oui. Par contre, au niveau des récupérations, ça va toujours bien. L'impression que c'est un petit peu plus dur puisque je mange un peu plus, donc j'ai un peu plus dans le ventre, même si c'est pas énorme, mais ouais, quand même plus d'énergie. Quand même plus d'énergie à aller chercher la petite rep en plus, tu vois, à faire le petit rest pause en plus, même si, ouais. Et puis il y a moins aussi indirectement de barrières limitantes mentales parce que je suis pas, comme je disais, hein, quand j'allais sur mes entraînements en sèche, c'était comme si j'étais en prise de masse. Mais indirectement, tu as toujours ton cerveau qui te dit attends, tu manges un peu moins, fais quand même un petit peu gaffe, même si tu le veux pas, parce que tu as entendu des gens dire, c'est quand tu as commencé. Je pense que sans le vouloir, tu les as au plus profond de toi. Il y a des moments où je sortais de l'entraînement en me disant ah, j'aurais peut-être pu en faire une de plus. Mais je me Mm. suis dit bon, si je la fais pas maintenant, elle arrivera dans quelques mois, c'est pas grave, et ça sera 3 4 de plus. Donc là, actuellement, il y a moins ce truc-là. Et si je me retrouve à m'entraîner, par exemple, avec un gym bro. Axel, si tu vois ça, je te passe le salut. Ben, par exemple, là, j'aurais moins peur d'aller chercher des reps, tu vois. La dernière fois qu'on s'était entraîné ensemble, j'étais sur la fin. Je lui ai clairement dit, je lui ai dit, tu vois, le 1 RIR, si tu vois que j'en ai encore, m'oblige pas à y aller la chercher, tu vois ce que je veux dire? Il a totalement compris. Il y a ce truc-là aussi de se dire, il y avait un peu de restreint, tu vois, il y avait un RIR sur le programme, on va chercher le 1 RIR, alors quand tu manges un peu plus, tu te dis, ok, même si tu vas chercher le moins 0, le moins 1000, bon, bah, tu peux t'enterrer un peu, c'est pas trop, trop grave. En gros, il y a ce truc-là aussi. En cut, il y a aussi, tu sais, la peur de la blessure, tu sais. Ouais, Et ouais, c'est ça. tu juges vachement plus vite le ratio bénéfice-risque et à partir du moment où il y a 1% de risque, tu le prends pas. Ouais. Parce que Ouais, c'est ça. Douleur, tu vas te dire, ah, c'est ouais, ça. Alors qu'en prise de masse, t'as moins ce flip, cette peur-là, on va dire. c'est ça. Ouais, exactement. Bah, au final, ouais, tout roule là. C'est une maintenance, plus ou moins, mais qui me convient bien, ouais.
Donc au niveau de la diète, c'est comme ça. Au niveau de l'entraînement, il y a juste du coup le pull et le push qui ont changé, qui sont axés maintenant plus biceps et triceps, parce que c'est actuellement le point faible plutôt génétique, parce que j'ai des insertions courtes sur des membres assez longs. Donc indirectement, c'est pas forcément top pour avoir des gros bras, on va dire. Donc si on peut blast un peu plus, aller gagner quelques tours, pourquoi pas 2 centimètres, voilà, mais quelques grammes, comme je disais, toujours quelques grammes en plus, ne serait-ce que quelques grammes, ça fait toujours ça en plus sur scène. Bien sûr. Et après, je me donne les moyens aussi d'aller les chercher en m'entraînant à fond, donc c'est l'essentiel. Et ouais, donc c'est juste ça qui ont changé. Il y a un peu plus du coup d'exo biceps, tu as un peu plus de traction en supination, tirage en supination, curl marteau. Comparé à avant, il y avait un peu plus de tirage type, j'allais dire épaisseur, mais c'est pas forcément vrai, horizontaux. Et triceps, du coup, il y a moins de couchés serrés, plus de triceps. Ouais, en mode polyarticulaire, tu es repassé vraiment sur Par contre, ouais, voilà, par contre, ça reste sur du polyarticulaire, c'est-à-dire que pull, les tractions en supination, elles seront quand même dos cambré pour chercher quand même du dos, pas faire que du biceps. Le tirage en vertical en uni, pareil, j'essaie quand même de cambrer le dos pour pas avoir que du biceps, de rester vraiment droit. Donc ça, c'est aussi, ouais, il y a quand même une grosse part de, ça reste, voilà, dos, on va dire c'est biceps dos plus que dos biceps, tu vois, on va dire ça comme ça. T'as enlevé du volume en fait sur du dos pour en mettre par exemple sur des biceps et pareil dans ta séance push, t'as enlevé un peu de pec pour en mettre sur tes triceps tout simplement. On peut dire, ouais, c'est à peu près ça, exactement. Ouais, c'est pour résumer un peu. J'en ai parlé justement avec une personne aujourd'hui dans les techniques de rattrapage un peu d'un point faible. Eh bien, c'est exactement une technique qui fonctionne, surtout lorsqu'on a tendance à avoir du coup un peu plus de facilité ou de volume sur certaines zones. On peut prioriser les choses en enlevant du volume sur les zones qui n'ont pas forcément de mal à se développer ou qui sont un peu en avance sur certaines pour du coup en rajouter ailleurs. La plupart des gens, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils diminuent pas le volume quelque part pour en rajouter ailleurs. Et du coup, ils se retrouvent avec des séances qui font 10, où tu as 10-12 exos et tu arrives, voilà, tu es efficace sur les 3-4 premiers et après, ça sert plus à rien, quoi. Ouais, puis c'est surtout que là, c'est vraiment quelques mois, tu vois. Là, on est le 12, le 1, le 2, et je pense que, je sais pas, mi-février, début mars, quelque chose comme ça, on va commencer la prépa. Donc, ça sera vraiment histoire d'envoyer un maximum en peu de temps qui reste. C'est pas là que voilà, j'ai pas peur de perdre des pecs. Enfin, de toute façon, j'ai pas peur du tout de perdre des pecs puisque c'est pas le truc. Mais après, tu te dis juste, t'as un peu moins d'exo de pecs, rentabilise-les mieux, tu vois. Donne-toi plus dessus et au pire, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Quand t'as qu'un set, t'as pas le droit de le merder, quoi. C'est ça. C'est toujours comme ça. Non, mais ça, c'est vrai que c'est important ce que tu dis, en fait, que quand tu fais un programme, tu es obligé de hiérarchiser les exercices. Tu sais que tu vas pas pouvoir donner autant à chaque groupe musculaire, donc à toi de dire, bon, bah voilà, là, je vais mettre plus l'ascendant, du coup, l'accent sur un groupe musculaire et bah, je vais du coup délaisser un peu un autre groupe musculaire. Et donc, ça fait le lien avec ce que dit Denis. En fonction de ce que tu souhaites développer, en fonction de ce que tu as aussi comme muscles qui prennent facilement, eh bien, tu peux hiérarchiser ton programme comme ça. Ouais, ça, c'est pas facile pour tout le monde, mais moi, je pars de ce Ah oui. principe-là. Si tu as un point fort, il y a, si on parle bodybuilding, après, ouais, c'est encore une autre catégorie. Moi, il y a la catégorie bodybuilding, mais surtout la catégorie bodybuilding compétitif. Si j'arrive sur scène avec des super pecs, mais pas de bras, il n'y a aucun intérêt. Si toi, ton objectif, c'est d'avoir que des gros pecs, pas de bras, tu peux faire full pec et très peu de bras, il n'y a pas de souci. Mais dans un objectif, et qui pour moi devrait être un objectif de chaque personne, avoir un physique harmonieux, pas de trop gros points forts et pas de trop gros points faibles, quelque chose de plus harmonieux possible, tu te dois de devoir peut-être un certain temps délaisser certains muscles pour en prioriser d'autres. Et à partir du moment où tu te dis, OK, ceux que j'ai priorisés sont là, sont bien, tu peux de nouveau avoir un volume qui te convient, un peu plus de pecs. Et si les pecs devaient repasser de nouveau un peu devant, tu te bouges, etc. Comme dit, un programme d'entraînement, c'est vivant, ça se modifie tout le temps. Et voilà. Oh, Le programme vivant, c'est ça, ouais. Flo le poète. Mais en tout cas, ouais, tu as bien résumé les choses. Et c'est vrai que par rapport à l'harmonie va dépendre des critères de chacun. Toi, tes critères, c'est les critères du bodybuilding. Mais il y a certaines personnes qui vont avoir des pecs énormes par rapport à leurs bras et leurs épaules, par exemple. Et eux, leur aspect de l'harmonie du physique, ça sera voilà, d'avoir encore plus de pecs et pas forcément plus d'épaules et de bras. Donc ça dépend vraiment de chacun aussi. Mais c'est vrai que ouais, toi, tes critères, c'est le bodybuilding, on va dire. Et du coup, voilà, dans cet objectif-là, tu dois rattraper un peu plus tes bras. C'est ça.
T'as d'autres choses à rajouter, Flo, ou pas sur ta semaine, ton retour? Je vous écoute. Alors, du coup, Rémi, je te laisse enchaîner sur ta semaine. Ouais, bah écoute, ma semaine s'est bien passée. Des difficultés à récupérer, même. Enfin, je vais parler de la lune. Je ne sais pas si certains sont affectés par la pleine lune. Moi, non. Mais enfin, d'habitude, non. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression que la lune affecte mes nuits de sommeil. Donc, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent sont affectés aussi par la lune. Mais voilà, ça serait intéressant de sonder un petit peu ce côté-là. Du coup, bah, j'ai passé 2 mauvaises nuits et bah, ça s'est un peu ressenti sur mon leg day hier. Mais quand même, voilà, il s'est quand même bien passé. Mais il y a aussi autre chose qui est venu impacter ma séance d'hier, c'est du chou-fleur. Du chou-fleur parce que... Raconte-nous ça, Rémi. Eh bien, parce qu'il y avait une sacrée promo sur du chou-fleur. Je me suis dit, bah, tiens, ça peut être intéressant de consommer du chou-fleur, c'est bon, etc. Sauf que c'est très difficile à digérer. Et quand je dis très difficile à digérer, j'en ai mangé lundi et ça me perturbe encore un peu aujourd'hui. Et rien que le fait de mettre ma ceinture hier pour mes exercices de jambes, eh bien, ça me comprimait énormément le ventre. Donc, c'est venu handicaper voilà, ma digestion pendant mon entraînement. Donc, voilà, le conseil, c'est éviter le chou-fleur, le chou vert avant de vous entraîner parce que la digestion est compliquée. Alors, ça, c'est hyper intéressant, Rémi, ce que tu dis. C'est vrai que par rapport aux aliments comme ça, quand on n'a pas l'habitude de consommer certains aliments et que au bout d'un moment, on se dit, bah tiens, il y a une promo, je vais en acheter, etc., et qu'on se met à en manger d'un coup une grosse quantité, eh bien, ça peut poser problème, des problèmes de digestion qui se répercutent après, bien sûr, l'entraînement et même dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Moi, ça me l'avait déjà fait avec de l'ail et ça me l'a fait aussi avec de la pastèque. Et un jour, je fais une grosse promo sur une méga pastèque et je l'achète, mais genre la pastèque, elle était énorme. Et je rentre chez moi et littéralement, j'en ai bouffé peut-être la moitié. La pire erreur de ma vie. Pire Ah ouais. erreur de ma vie. J'ai eu super mal au ventre. Enfin, ça allait plus du tout. Donc parfois, voilà, quand vous n'avez pas l'habitude de manger certains aliments, introduisez-les un peu doucement et pas d'un coup. Sinon, ça peut poser quelques problèmes et vous pouvez rater quelques séances à cause de ça. C'est la belle moralité de l'histoire, Rémi. Ouais, voilà. Merci Alors, à toi. je disais chou-fleur, mais c'est chou vert. Mais enfin, bref, peu importe. C'était très bon, hein. Je ne regrette pas du tout de les avoir consommés, d'avoir mangé tout ça. Mais c'est vrai que il faut les doser. Il faut vraiment clairement les doser. Je pense que j'ai mangé plus de chou-fleur, enfin de chou vert, qu'un lapin durant toute sa vie, quoi. Parce que mais j'avais hyper mal au bide, quoi. Et c'était terrible. Bref. Et du coup, ouais, t'as manqué de gaz pour ta séance de jambes. Justement, j'en avais trop. C'était l'intérêt du jeu de mots. Je m'en doutais, mais je me suis dit, bon, je vais peut-être pas parler de paix tout de suite, quoi, mais bon. Hyper intéressant, mon frère. Il y a toujours une morale à sortir dans tout ça. Et Est-ce toi, que, les deux, alors? du coup, bah, si t'as fini. Alors, retour sur la semaine. Moi, j'aimerais revenir déjà un peu sur le podcast et les chiffres du podcast. Euh, c'est quelque chose que du coup j'ai partagé déjà avec Rémi et Flo et que j'ai partagé un peu en story Insta. Donc là sur cette fin d'année, on a eu donc les résultats du podcast et il s'avère que le podcast eh bien marche mieux que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que le podcast eh bien, se retrouve avec uniquement des avis positifs. Il n'y a pas un avis qui n'est pas de 5 sur 5 sur plus de 200 avis. Et aussi, le podcast s'est retrouvé classé parmi les meilleurs podcasts Spotify France. Donc, on a été 87e au meilleur dans le classement, ce qui est énorme. Ouais. Sur Apple Podcast, on a été donc en Guinée, on est premier en fitness. En Belgique, on est 5e. En France, on est 2e. Enfin, des statistiques de dingue. Et je crois que c'est en Guinée, on est 25e ou 26e all-time podcast. Donc merci à toutes les Merci personnes les qui nous Guinéens, écoutent. ouais. Ouais, merci à toutes les personnes qui nous écoutent donc en France, en Guinée, en Belgique, partout. Mais c'est voilà des C'est chiffres, fou ça. des chiffres hallucinants. On est parmi, je sais plus, je crois les 10% de podcasts qui ont le plus d'abonnés. Enfin, des chiffres énormes.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc j'avais déjà eu un podcast avant celui-là. J'en ai déjà un peu parlé dans ce podcast. Et mon premier podcast, j'avais dû faire peut-être entre 20 et 30 épisodes, quelque chose comme ça. Et il avait fait, littéralement, je faisais 10 écoutes par épisode. Et c'était ma famille et mes amis, quoi. Et c'était tout. Et pourtant, c'était des podcasts où vraiment j'y mettais tout mon cœur. Je passais beaucoup, beaucoup de temps. Toutes mes infos que je donnais, c'était des infos scientifiques, etc. Et tout était optimisé. C'est-à-dire que limite, il y avait une phrase, une information. Et c'était sur des sujets centrés autour de la perte de gras. C'est vrai que c'était peut-être des sujets un peu complexes. Il y a certaines fois où je rentrais un peu, tu sais, dans la biochimie, etc. Par exemple, que devient le gras lorsqu'on perd du poids, ce genre de choses. J'expliquais tout ça. Pour moi, c'était intéressant, mais pas pour les gens, on va dire. Et c'est vrai que de voir que ce deuxième podcast, au final, fonctionne énormément, je vous avoue que ça m'a fait quand même un petit truc. Et du coup, je tenais à remercier toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Toutes les personnes qui mettent des avis positifs, qui le recommandent aux autres, parce que Flo a d'ailleurs une petite anecdote qui disait qu'il il avait eu des retours dans sa salle par rapport au podcast, etc. Et même moi, ouais, c'est ça, j'ai des retours de personnes qui, dans la salle, en fait, s'entraînent et ne se connaissent pas forcément. Et en parlant, en fait, ils en viennent à parler du podcast, du Zéro RIR, etc. Et qui, du coup, en fait, deviennent gym bro grâce au podcast. Donc, ouais, c'est ça. C'est plein de petites choses comme ça qui sont énormes autour du podcast. Et je trouve ça fantastique. Et ça pousse aussi à continuer à faire plein d'épisodes, tout simplement, dans le futur. Anecdote, vas-y Flo. Même Lucas Guif m'en a parlé. C'est vrai? Oh, alors, en fait, si tu veux, indirectement, il avait fait un live et il y a des gars du coup qui sont allés lui en parler. Et du coup, ça l'a fait rire quand il a vu ouais, les frères gallois. Il y a eu plein de trucs sur les frères gallois. Et en fait, quand j'étais en Angleterre et que je parlais justement du podcast, parce que je crois que j'étais déjà invité ou j'allais être invité, je sais plus, mais en tout cas, on avait déjà fait la première partie. Ouais. Je lui en avais parlé, il a dit ah mais tu me parles des frères gallois, non? Je dis ouais tu connais. Il m'a dit ah du coup ils en parlaient dans un de mes lives et du coup, ça l'a bien fait sourire quand il a vu Zéro RIR podcast. Il s'est dit il s'est dit ça devait être un truc intéressant, tu vois. Eh bien, petit spoiler, on avait pensé à lui justement comme invité du podcast. Ouais. Dans un épisode spécial. Donc pourquoi pas, si un jour il écoute le podcast. Le podcast et si ça l'intéresse, c'est avec plaisir. Du coup, c'est la fin de la petite anecdote de Flo. Pour revenir du coup sur ma semaine, donc ça c'était un peu le moment fort par rapport au podcast. Et justement pour faire le lien avec... parce que du coup, donc, j'essaye aussi de savoir ce qui n'a pas marché dans mon premier podcast par rapport à celui-là. Et je pense qu'une des variables qui... on va dire qui change le plus entre mes deux podcasts, c'est qu'il y a justement dans celui-là le côté anecdote. On raconte nos vies, des choses qui nous sont arrivées, nos erreurs, des trucs pas forcément très glamour, comme par exemple Rémi avec son chou, etc. Et c'est ça qui, je pense, fait aussi un peu marcher le podcast. Et j'ai toujours, on va dire, tourné les choses de façon à mettre l'information en premier. C'est-à-dire que dans mon premier podcast, tu vois, je donnais uniquement des informations. Moi, je partais du principe que la personne qui venait sur mon podcast, tu vois, elle voulait apprendre. Et je pense qu'il faut trouver ce bon mélange entre l'information, les anecdotes, les petits côtés drôles, etc., les blagues qu'on a au final dans ce podcast et que je n'avais pas avant. Et même quand je mets en avant le podcast, tu sais, je mets toujours en avant les informations, pas forcément les anecdotes, machin, etc. Et c'est vrai que ça m'a fait changer ma vision des choses par rapport à ça. Comme quoi, au final, on apprend toujours sur la façon de faire. Et du coup, donc, par rapport à mon retour sur la semaine, juste avant de faire le podcast, donc j'en avais un avec, comme d'habitude, une morale derrière, etc., une petite leçon qui permet de faire un peu évoluer les choses. Et au final, je vais plutôt partir sur une anecdote un peu plus fun. Je pense que la morale, de toute façon, viendra un peu. J'ai checké les questions qu'on va avoir. J'arriverai à la raconter un peu plus tard. Mais du coup, je vais raconter l'histoire qui m'est arrivée à la salle sur le pendulum hier. Ah, moi, je l'ai. Ouais, mais tu l'as pas en entier, Rémi. Ouais.
Hier, du coup, donc j'arrive à la salle vers midi et demi, quelque chose comme ça, comme d'habitude. Donc j'arrive dans ma salle de body, c'est toujours la même chose, hein. Donc voilà, il y a une meuf qui fait du deadlift à 250 en série, il y a un mec qui fait du bench à 220 en série. Voilà, il y a du monde qui pose de partout. Enfin, bref, c'est ma salle, quoi. Et je commence donc séance jambes, donc je fais ma séance, etc. Je commence par les mollets. Toujours commencer par les mollets, les séances jambes. Sinon, on vous voit les gens qui les skippent à la fin. Et donc, je progresse petit à petit sur ma séance et je vois du coin de l'œil qu'il y a une serviette sur le pendulum et des affaires à côté. Donc, le pendulum, c'est pas mon. Donc, ma séance commence avec les mollets. Ensuite, je fais du leg extension. Ensuite, je fais du leg curl et après, je vais sur le pendulum. Donc, c'est mon 4e mouvement. Et déjà, à l'échauffement, il y avait une serviette. Et je me dis, bon, bah. Zut quoi, j'espère qu'elle y sera plus. Tu sais, c'est le truc, le réflexe que tu as inconscient, tu checkes toujours ton matos. Surtout quand il y a beaucoup de monde dans les salles, c'est le truc qu'il faut voir pour dès que c'est vide, tu fonces dessus, tu vois. Et je me dis, bah merde, et donc je fais mon premier exo, bon, toujours du monde, et je voyais pas qui c'était. Et parce que les machines que je faisais étaient dos en fait au pendulum, donc je pouvais pas regarder dans cette direction. Ensuite, je vais sur mon 2e mouvement. Je check un peu, toujours la serviette. Merde. 3e, je vais sur mon 3e mouvement, je le fais. Et je check, putain, toujours la serviette. Sauf que là, je l'ai fini, j'ai plus le choix, tu vois. Et là, je prends mon courage à 2 mains. Et je me dis, bon, bah, ça se trouve, c'est quelqu'un qui l'a oublié, tu vois. Et je regarde, il y avait quand même. Il y avait à peu près l'équivalent de 5 plaques de 20. Il y avait 4 plaques de 25. Donc, 4 plaques de 25 au pendulum Atlantis. Ce qui est énorme. C'est pas n'importe qui est dessus. C'est pas n'importe qui est dessus. Donc je me dis, bon, je prends quand même un risque là. Je prends quand même le risque. J'enlève la serviette, je décharge les plaques et du coup je prépare mon setup. J'ai un setup sur le pendulum pour augmenter un peu ma flexion de genou, etc. J'en parlerai un peu plus tard. Je pense que je le montrerai sur Insta. Bref, et du coup, je fais ma chauffe, personne, je me dis, c'est bon, je suis enfin tranquille. Et là, je commence ma série, tu vois, donc préparation mentale, etc. Je ferme les yeux, je commence, je sors la première, petit cri, tu sais, je sais jamais ce que Moi, je dis. j'appelle ça le petit aboiement. Ouais, c'est ça. Le petit cri avant de commencer. Toi, Flo, tu le fais avant de commencer ta rep. En général, sur le bloc pool, tu cries avant. Ah ouais, parce que après, je prends mon air et du coup, je crie plus, je garde mon air après, c'est pour ça. Ouais, ça dépend. Moi, je le fais toujours en 2 temps. Tu sais, j'ai à la sortie de barre. Après, Ouais. Après c'est le pendulum, c'est un mouvement différent. Mais sur le squat, je fais aussi ça. Genre, je la déraque, je crie en la déraquant et après, ouais, je pense que ouais, ça dépend des exercices. Ouais. C'est ça. C'est le petit waf. Sur le terre, non, il n'y a que sur le romain où je crie en la sortant, mais parce que je suis en haut, tu vois. Oui, voilà, ouais. Enfin bref, du coup, donc je crie et du coup, je commence ma rep et tu sais, en remontant, donc je regarde face à moi et tu sais, t'as les yeux un peu qui, tu sais, c'est flou et je vois genre un tank qui arrive devant moi et tu vois, j'arrive en haut, je cligne un peu les yeux et tu te souviens de la meuf qui faisait du soulevé de terre à 250 kilos que j'ai parlé au début? Bah c'était elle. Et elle était là et elle m'a regardé, mais le regard le plus mauvais que tu as jamais vu. Et là, je me suis dit, bon, bah c'est bon. Je vais finir au goulag, c'est terminé. Ma vie est finie. Ça se termine en Hongrie. Sur un pendulum en plus. Ouais, c'est ça. Je serai mort sur un pendulum, c'est ça. Je me suis dit, bon, bah, j'espère que j'aurai le temps, tu sais, d'aller checker sur Internet le guide de la survie dans le goulag hongrois ou ce genre de choses, tu vois. Et au final, est-ce que j'arrête ma série? Pas du tout. Je continue ma série, j'en ai rien à foutre. Et je continue ma série, donc je la vois qui arrive de plus en plus en me regardant mal. Et je continue. Et là, à la 2e rep, il y a ma ceinture donc, que j'avais mis autour de ma taille qui explose. Littéralement, je sais pas si tu as vu ma story sur Insta, elle est morte, elle a explosé. Et parce que du coup, donc, j'ai envoyé, enfin, tu sais, je poussais trop fortement dedans, tout simplement. Ouais. Est-ce que j'ai arrêté ma série encore une fois? Pas du tout. Et j'ai continué ma série avec ma ceinture explosée. Et genre, arrivé à la 4e rep, je vois du coup donc la grosse madame qui ramasse ses affaires et qui s'en va. Et je me suis dit,
bon, je lui ai tellement montré que voilà, j'en voulais sur mon pendulum parce que j'ai fait mon set. Voilà, j'ai failli crever sur ce set. En plus, j'avais ma ceinture qui me lâche au milieu de la série. Je dis c'est bon, elle me respecte suffisamment pour me laisser le pendulum. Et du coup, j'ai pu finir mes séries de pendulum. Et elle est partie, je sais plus ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle a fait des pecs après, un truc comme ça. Et du coup, donc voilà cette petite anecdote. Est-ce qu'il y a une moralité? Non. Mais, mais au moins, je me dis qu'il y a un petit fait qui est fun dans cette anecdote. Enfin, tu dis que c'est parce que tu forces trop, mais moi je t'ai dit que c'était parce que tu avais trop pris de poids là. Ta petite prise de masse, là, tes petites joujouflus là, ça commence à revenir. Non, non, je perds du poids en ce moment. Je perds du Ah, en poids. plus. Ouais, je perds du poids. Mais en plus, j'étais moins serré que d'habitude. Donc, j'étais au dernier cran sur cette ceinture. Et du coup, donc, quand je l'ai mise hier, je me sentais un peu. Je sentais que j'avais plus de place. Mais alors, est-ce que j'avais plus de place parce qu'elle avait commencé un peu à me chier dans les doigts pendant que je la mettais? Ou alors, est-ce que j'avais vraiment perdu du tour de taille, quoi? On ne saura jamais. Mais en tout cas, voilà cette histoire. Et du coup, donc, cette ceinture. Je l'avais payé genre 5 euros dans le biotech, dans le magasin biotech. Et je pensais que c'était une bonne affaire. Et en réalité, pas du tout. Faut pas acheter les ceintures qui viennent de Chine. Les coutures tiennent pas. Les trucs fabriqués dans les usines où ça Au brûle. Bangladesh. Où ça prend feu. Le pire, tu sais pourquoi j'ai arrêté de parler? Parce que je savais que Rémi il allait dire ça. Tu vois, c'est la connexion entre frangins. J'ai failli le faire. Je savais que Rémi allait le faire. Du coup, je pense qu'on a fait notre récap sur nos semaines. Un peu moins long que la dernière fois, du coup. Mais on va pouvoir attaquer aux questions. On a pas mal de questions. Donc, il faut finir déjà celles qu'on avait sélectionnées lors du premier épisode. Et à ça sont venus se rajouter des questions un peu plus courtes et qui, je pense, voilà, ne demandent pas tant de développement que ça. Enfin, on verra, ça se trouve si. Il ne faut jamais dire ça. Tu sais très bien qu'on est capable d'épiloguer sur une question très simple. Et si besoin, eh bien, on séquestrera Flo pour un 4e épisode de toute façon. C'est ça. Déjà, je voulais revenir sur un point. Vas-y. Tu nous parles de ton podcast d'avant, mais tu le mets des fois en description pour que les gens puissent y aller ou il est supprimé ou quoi? Je crois qu'il est supprimé, mais je Ah dois mince, encore avoir. ben voilà, j'allais dire pour le référencement, tu vois, un j'aime et un commentaire si vous voulez que le podcast dans l'épisode 4 soit en commentaire. Ouais, je re-uploaderai. Juste un bicep, vous mettez un bicep pour le référencement, c'est parfait. Flo, t'es le champion du référencement. Ah oui, il est bon, hein, purée. Du coup, donc, si vous voulez que je cherche un des premiers épisodes de mon premier podcast, du coup, n'hésitez pas à commenter et à mettre voilà, un avis ou peu importe sur votre plateforme d'écoute. Je crois que Spotify, on peut pas commenter, je crois, mais YouTube, tu peux, il me semble. Peut-être. Moi, je m'en rappelle de ces podcasts-là. Tu scriptais tout, t'écrivais et. Ah, mais c'était un travail monstre. Hein, Ouais, c'était un travail monstre. Mais ça a jamais marché. Comme quoi, de toute façon, j'ai fait tellement de choses qui n'ont jamais marché que voilà, il faut pas avoir peur d'échouer pour qu'au final ça finisse par marcher. Hein. Parce que si je faisais la liste de tout le contenu que j'ai créé et qui n'a jamais fonctionné, je pense qu'on pourrait faire un podcast dédié à ça et il y aurait 10 parties au moins. C'est ça. De toute façon, quand tu pars d'un truc et tu dis là, c'est sûr, ça va marcher, surtout quand tu es sur les réseaux, il faut plutôt se dire c'est un truc qui me plaît à faire, que je sais aidera les gens. Si ça touche 5 personnes, tant mieux. Si ça en touche 5000, bah, c'est mieux, ça sera plus de monde. Mais il faut toujours se dire que ouais, faut essayer, tu vois. Faut pas toujours vouloir chercher à tout prix que derrière ça explose et tout. Et au final, bah, tu as les retours que tu as. Et plus tu mets, je trouve, du cœur et de l'investissement dedans, plus ça te sera de toute façon. Alors, des fois, si tu en mets trop, non, pas forcément. Mais en tous les cas, si tu arrives à créer un engouement et que tu aimes vraiment ce que tu fais, ça te sera rendu tôt ou tard, c'est sûr. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. La notion de mettre son cœur dans le projet, c'est vrai que ça peut être à double tranchant. Mais parmi les choses, donc parmi les contenus que j'ai créés, donc le premier podcast, j'écrivais des articles aussi avant, je faisais des recettes aussi, j'avais un site de recettes, enfin j'avais plein de choses comme ça. Et au final, le point commun qui me fait dire que ça n'a pas marché, le dénominateur commun, c'est que je me forçais à créer du contenu, mais pas forcément dans quelque chose qui me plaisait. C'est-à-dire que
j'étais parti du principe qu'il fallait que je me spécialise dans un domaine et je m'étais spécialisé dans la perte de gras. C'était bien et c'est quelque chose qui me plaît, la perte de gras, mais chez le sportif, tu vois, chez le pratiquant de muscu, etc. Et là, en fait, c'était la perte de gras, mais pour tout le monde, parce qu'en fait, c'était bien les personnes qui venaient me voir le plus souvent dans mon cabinet. Donc c'était comme ça que je me disais, bon bah c'est la clientèle que j'ai, il faut que j'essaie de créer du contenu, mais au final, au fond de moi, ça me plaisait pas forcément. C'était pas la chose que je voulais faire. Et à partir du moment où j'ai commencé à créer du contenu pour la muscu, avec ma mentalité, zéro RIR, etc., c'est là où, bah voilà, ça fait plus d'un an maintenant que je mets une vidéo par jour sur les réseaux. Donc YouTube, Instagram, TikTok, etc. J'ai dû créer plus de 500 ou 600 vidéos maintenant à l'heure actuelle. Ça me prend un temps monstre parce qu'il faut savoir qu'une vidéo, c'est écriture, tournage, montage, publication. L'écriture, en général, c'est l'étape la plus rapide. Il faut compter entre 30 minutes et 1 heure pour une vidéo. Ensuite, il y a le tournage. Le tournage, c'est pareil. En général, il faut 30 minutes à 45 minutes pour une vidéo. Et après, il y a le montage. Le montage, si tu y mets pas trop ton cœur dedans, il te faut une trentaine de minutes. Si tu veux faire un truc bien, ça dépend aussi de la longueur de la vidéo. Mais voilà, ça peut monter à facilement 2-3 heures. Donc, après, ça dépend si tu rajoutes des trucs ou pas dedans, tu vois. Tu mets des images, des trucs, toi tu mets beaucoup d'images et tout. Moi je sais que les réels que je fais, il me faut pas autant de temps pour les monter, mais effectivement, c'est ça aussi après. Non, une vidéo en moyenne, ça va de 2 à 5 heures. Ok. Donc 2 à 5 heures pour une vidéo chaque jour. Ouais. Ah, mais c'est un vrai boulot. C'est ça. La création de contenu, c'est très long. Au final, tu vois, tu te dis, si tu n'as pas la passion pour faire les choses, c'est comme le post pour les clavicules. Donc là, dans les prochains jours, donc au moment où vous allez écouter ce podcast, il y aura donc déjà le post sur les clavicules qui sera sorti. C'est un post où j'ai mis un sondage. À ton avis, ça me prend combien de temps pour faire ça? Et du coup, donc j'ai mis, je sais plus, 0 à 10 heures, 10 heures à 20 heures, 20 heures, 30 heures ou plus de 30 heures. Au moment où j'ai mis la story, j'avais pas fini et j'étais entre 20 et 30 heures. Parce que en fait, c'est un post où déjà, il va me falloir beaucoup de temps d'écriture, de la recherche aussi, et aussi il faut, et c'est ça le plus long au final, que du coup je trouve des exemples. Et donc c'est pour ça que je fais jouer les personnes de ma communauté. En général, c'est sur Insta que ça se passe. Les personnes en fait du coup donc remplissent un formulaire. Et après, donc, je tire au sort des personnes dans ces formulaires pour les prendre comme exemple dans mon post. Par exemple, là, j'ai fait un post sur les clavicules. Du coup, donc, je montre qu'est-ce que sont des clavicules larges. Et pour ça, il me faut des exemples de clavicules larges. Donc après, il faut que je tombe, quand je tire au sort, il faut que je tombe sur les bonnes personnes. Donc il faut que voilà, je regarde que la photo soit déjà de bonne qualité, que j'arrive à du coup donc analyser la personne, la morphologie sous plusieurs angles, etc. Et après que je le mette. Et ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et voilà, si tu n'es pas prêt à passer... Alors, c'est pour ça que je le fais qu'une fois par semaine, parce que voilà, ça me prend énormément de temps. Le tirage au sort, donc j'ai mis les sondages samedi, et là, on est jeudi, je crois. J'ai tout juste fini hier soir. Donc voilà, la durée, c'est énorme et j'ai travaillé tous les jours dessus. Donc si tu n'es pas prêt à faire ça, si tu n'es pas prêt à passer autant de temps sur quelque chose qui n'est pas ta passion, eh bien c'est le même principe. Les gens, en fait, veulent toujours avoir le résultat final, à savoir de la visibilité, des personnes qui like, des personnes qui commandent, des personnes voilà, qui achètent leurs services, etc. Mais c'est un peu le même principe en muscu, hein. Les gens veulent être musclés, secs, avoir des abdos, etc. Mais par contre, si tu n'aimes pas en fait tout le processus pour y arriver, eh bien tu n'iras pas bien loin. Et c'est le même principe dans le boulot, mais dans la muscu aussi. Si tu n'aimes pas t'entraîner et que pour toi c'est une corvée de t'entraîner, que c'est une corvée pour toi de suivre une diète, etc., eh bien malheureusement ça limite quand même tes possibilités d'aller loin. Alors qu'au final, si tu aimes ce processus, que tu aimes t'entraîner dur, que tu aimes suivre ta diète, etc., eh bien tu as beaucoup plus de chances d'aller loin et d'avoir un physique vraiment très développé. Et je pense que c'est comme ça dans tous les domaines, de toute façon, hein. Ouais, c'est ce que je dis. Alors, je sais pas si j'en avais parlé je sais pas si j'en avais parlé dans le deuxième podcast ou si j'en avais parlé. C'est le seul sport où, selon moi, c'est vraiment le seul sport où si tu veux être ne serait-ce que bon, vraiment bon, hein,
tu peux pas négliger l'alimentation, par exemple, tu vois. Tu regardes, par exemple, on va prendre alors ça risque de fâcher du monde ou quoi que ce soit, mais on prend par exemple, allez, le football, tu vois. Un mec qui va se taper un peu de la malbouffe et tout, il arrivera à être bon, tu vois. Il a moyen d'être sur un terrain à un bon niveau. Bien sûr, si ça veut être le meilleur, il va falloir qu'il fasse gaffe à tout, son sommeil, etc. D'accord. Mais en musculation, si tu veux être ne serait-ce que bon, tu peux pas te permettre de manger de la merde. Et bon, pour moi, c'est vraiment l'étage du après le lambda, quoi, tu vois. Mm. Alors, si tu veux être le meilleur, effectivement, là, tu vas devoir faire gaffe à tes pas, à ton sommeil, à ta bouffe, à tes entraînements. Mais si tu veux être ne serait-ce que bon, tu vas au moins déjà devoir le facteur diète, et ça sera le truc le plus obligatoire. Parce qu'encore, tu pourras avoir un entraînement, bon, tu pourras un petit peu te faire plaisir et tout. Mais si en plus, là, tu te fais plaisir sur la diète, alors là, tu seras lambda au final, tu vas vraiment même pas bon. Et c'est ça le truc qui est assez, pas ingrat au final, mais c'est pour ça que c'est soit tu adhères pas. Et c'est pour ça que beaucoup de créateurs de contenu type musculation me plaisent beaucoup parce que tu sens quand ils y mettent le cœur, tu vois les résultats du physique qui sont là, ça se ressent dans leur post que bah, si tu remontes un peu leur feed, ils ont commencé tout bas et ils ont monté au fur et à mesure, ils ont pris en compte tout ce qu'on leur a dit, tu vois. Bah, de la même façon que tu prends en compte que cet exercice-là, bah, il te crée des douleurs, tu changes d'exercice, cet exercice-là, il te va bien pour toi, donc tu vas dessus, tu vas dessus, tu vas dessus. Et au bout d'un moment, bah, les gars, ils postent, ils postent, ils postent. Ce qu'ils postent ne marche plus. Bah, de la même façon qu'ils ont fait un exo, un exo, un exo, un exo. Cet exo, bah, finalement, au final, ils se rendent compte que bah, soit il les ennuie un peu, soit au final, il est plus si utile que ça. Donc, ils changent un peu. Et au final, bah, c'est un peu ça. Et c'est une perpétuelle remise en question. Et c'est pour ça que s'il y en a qui nous écoutent, alors je dis pas qu'on a percé de fou sur les réseaux, en gros, mais si tu veux avoir ce truc, comme tu disais, de un peu la reconnaissance, les likes, les commentaires, et que tu balances tes premières photos en te disant directement, moi, c'est ça que je veux, bah, ça va être très difficile parce que c'est exactement la même chose en musculation. Quand tu commences la musculation, tu sais pas quel physique tu auras dans un an, dans 3 ans, c'est à toi de le créer. Et bah, c'est exactement la même chose pour avoir une communauté, avoir du contenu qui plaît, avoir du contenu qui plaît aux gens et qui te plaît. Parce que ça, c'est le pire des trucs, c'est faire un contenu qui plaît aux gens mais qui te plaît pas. Enfin, moi, perso, j'y arriverai pas. Et voilà, en gros, c'est ça. Je vais pas épiloguer plus. C'était ma parenthèse et c'était l'instant poétique. Je sais pas si c'est poétique ou pas, mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Ouais, le petit moment philosophique, mais c'est exactement ça, hein. Il faut aimer le process et pas voir. C'est comme le mec qui veut une Ferrari, qui veut beaucoup d'argent, mais qui veut pas forcément travailler, tu vois. Ça, c'est utopique, tu vois. Alors, on n'est pas là pour dire que avoir une Ferrari, etc., avoir beaucoup Ouais, d'argent, c'est clairement. l'objectif de tout le monde. Mais c'est un peu pour comprendre ça. Il y a beaucoup de personnes dans mes messages Instagram, par exemple, qui m'envoient des messages qui me disent: Salut, je suis coach sportif, est-ce que tu peux me faire une pub parce que j'aimerais vendre mes programmes? Alors, très honnêtement, j'ai aucun problème pour faire une pub pour quelqu'un, etc., pour l'aider, mais le mec me dit quoi? Me dit pour vendre mes programmes. Il m'aurait dit, voilà, je fais mon contenu pour aider les gens, voilà, je suis spécialisé dans ça, dans la rééducation, machin, ou dans la perte de poids. Non, le mec, il me dit tout de suite, je veux vendre mes programmes. Bah non, c'est pas. Quand tu vendras tes programmes, en fait, ça sera la finalité. C'est Ouais. le bout du cheminement. Mais avant, si la personne, bah voilà, tu fais. En fait, il faisait pas les choses pour les bonnes raisons. Et C'est ça. malheureusement, Ouais, c'est bon, bah ça. voilà. Et c'est comme ça dans tous les domaines, et je pense qu'on a déjà suffisamment fait le parallèle avec la muscu. Ouais, c'est la finalité qui compte. Et des fois, tu vois, c'est pas toujours vouloir vendre quelque chose, c'est juste je partage pour aider les gens. Et au final, c'est un peu comment on pourrait dire, tu sais, comment ça s'appelle les carnets où tu écris tous les jours dedans, là? Tu sais, tous les jours, tu écris ta journée, Un carnet etc. intime. Ouais, un truc comme ça. En gros, si tu veux, Un l'Instagram, c'est logbook? un peu ça, tu vois, ça te fait, t'as ton truc, tu t'écris comment ça s'est passé, et c'est là, après, si tu as l'impression que tu peux aider des gens, c'est là que tu peux aider des gens, mais il faut pas vouloir directement, moi, je saurais aider des gens, etc. Oui, c'est Mm. possible, mais prouve-le, c'est tout simplement ça. Ouais, c'est ça. Fais tes preuves, sois un bosseur, aime le processus et voilà, ça viendra forcément si tu respectes tous ces critères-là. N'attends pas forcément tout des autres, ne quémande surtout pas. Je pense que, c'est le pire moyen que enfin, pour gagner en crédibilité, il faut que tu fasses tes preuves toi-même et pas que tu ailles demander à droite à gauche, de la pub. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Mhm. Pas de dopage sur les réseaux, inutile de s'acheter des abonnés, ça ne sert à rien de toute façon.
Enfin, surtout si tu veux vendre quelque chose. C'est absolument idiot d'aller acheter des faux abonnés si tu veux vendre quelque chose. Alors là, c'est vraiment quoique, apparemment, à certaines personnes, ça leur réussit. On va pas citer le nom parce que sinon, on va avoir un procès les trois. Mais on en parlera en off si vous voulez. Ah ouais, j'ai pas les refs, ouais. J'ai pas les refs, ouais. Mince. Au final, comme je dis souvent, je suis créateur de contenu, mais je ne suis pas consommateur de contenu. Ouais. Donc, au final, malheureusement, le fait de créer tout ça, ça me laisse pas beaucoup de temps pour en consommer. Et au final, ouais, je ne suis pas au courant de toutes ces petites choses-là. Et c'est parfois une mauvaise chose, justement, de ne pas pouvoir en consommer parce que tu ne sais pas forcément est-ce que ce que tu fais marche toujours, etc. Si tu ne cherches pas à t'en rendre compte. Parce que des fois, le problème, c'est qu'on a tendance à se borner sur des trucs et des fois, juste prendre le temps de regarder un peu ce que peuvent faire les autres. Pas méchamment, au contraire, hein, en ayant une bonne mentalité de si lui, il y arrive, pourquoi moi, je ne pourrais pas y arriver, tu vois? Est-ce que je ne pourrais pas m'inspirer de... Tu vois, c'est comme le gars, il a une Porsche. Au lieu d'aller lui cramer sa Porsche, demande-lui comment il a fait pour l'avoir. Tu vois, c'est exactement la même chose. Le mec en salle de sport, il pose devant un miroir, il a un bon physique, il sait poser. Demande-lui où il a appris à poser, demande-lui comment il a réussi à avoir ce physique pour réussir à le poser et pas juste aller dire à l'accueil comment ça se fait que ce connard pose devant le miroir, tu vois? Ouais, ou alors, il est dopé. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais je pense que les gens se reconnaîtront parce que ceux qui écoutent le podcast sont dans cette mentalité. Enfin, je l'imagine. Ouais, c'est ça. Pour vous, les gars. Je pense qu'on peut passer sur les questions, à moins qu'on digresse encore une fois. Non, mais moi, je vais faire l'arbitre, hein, parce que moi, je vais vous dire, hein, là, il faut qu'on attaque les questions, les gars. Ouais, c'est clair. Mais c'est moi qui ai les questions, de toute façon. Du coup, Flo, la tradition qui a commencé avec toi et qui va perpétuer, du coup, parce que pour le moment, tu es le seul invité du podcast. On va reprendre les questions. Et du coup, donc, cette première question pour toi, ça va être: les compléments alimentaires sont-ils utiles en période de perte de gras? Et du coup, donc, il y a pas mal de compléments qui ont été cités: la carnitine, le fat burner, le GoBHB. Alors celui-là, je ne le connaissais pas. Ouais. Et d'autres compléments. Donc, en gros, quelle est selon toi l'importance des compléments alimentaires dans la réussite d'une perte de gras? Est-ce que je dois citer ceux qui sont là ou les compléments alimentaires qui, selon moi, tu peux en rajouter un. Ok. Pour moi, alors c'est le truc déjà que je dirais. On m'entend bien? Attends, je suis assez près. Ouais. Pour moi, le truc qui est le plus important, c'est de prendre déjà le mot, donc complément alimentaire. Donc, c'est-à-dire c'est un truc qu'on complémente en plus. Donc, normalement, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui est bon à savoir, c'est que, bon, après, si ça a été fait progressivement, non, mais normalement, quand tu es en sèche, tu manges moins. Donc, si tu manges moins, tu as potentiellement, si en plus tu ne cherches pas à sélectionner ce que tu manges, moins d'apport en nutriments, ce genre de choses. Donc là, ouais, certains compléments peuvent être intéressants. Comme par exemple, tu vois, les oméga 3, typiquement, si tu n'es pas très haut en lipides, le saumon, c'est difficile de le placer. Moi, je l'ai remarqué, tu vois, j'adore manger du saumon, mais c'est toujours la même chose. C'est tu veux rentabiliser ce que tu as en calories, donc tu veux rentabiliser un maximum dans l'assiette. C'est soit un saumon, soit 400 grammes de pommes de terre, des fois, pour imager en gros, tu vois. Et 400 grammes de pommes de terre, je sais pas, moi, ceux qui vous regardent la vidéo, c'est ça, genre, et un saumon, c'est ça. En gros, c'est aussi bête que ça. Donc, ce genre de complément, par exemple, l'oméga 3, c'est un truc tout bête. Par exemple, si tu peux pas avoir beaucoup de poissons gras ou des trucs qui sont très gras, ça peut être intéressant. Et certains compléments peuvent être très intéressants. Évidemment, si tu es en sèche, qu'en plus, tu peux pas forcément sortir et tout, tu as tout ce qui est multivitamines, vitamine D, vitamine C, ce sera très important. Collagène, évidemment aussi, parce que tes articulations, elles vont prendre peut-être un peu plus cher si tu continues à garder des charges lourdes et qu'en plus, tu as moins toute cette graisse autour des articulations qui te sert en gros de coussin. Il y en a tellement d'autres qui peuvent venir en tête, même la malto pour rester bien pendant les entraînements. Mais pour moi, les compléments alimentaires qui ont été cités là, les fat burners, tous ces trucs-là et tout, c'est principalement des trucs commerciaux qui t'aideront jamais à aller plus vite. Et je mets ça au même point qu'un pré-workout, en gros, tu vois, ça va te donner l'impression que ça va te faire aller plus vite, mais ça va être plus dangereux qu'autre chose. C'est aussi simple que ça. Le meilleur moyen et surtout que tu vas devoir en prendre tout le temps, je pense que ça a un coût aussi au bout d'un moment, parce que si à un coup tu prends ton fat burner, tu ne le prends pas, et tu te dis, mais là, est-ce que j'ai consommé autant de calories, etc., eh ben, t'as meilleur temps ça t'aidera de toute façon pas à aller plus vite, t'as meilleur temps de ne pas utiliser ça, de faire aller avec ta diète, utiliser des compléments alimentaires qui seront vraiment importants et utiles.
En gros, tout ce que tu as en moins dans ton alimentation, fais en sorte de te complémenter avec. Voilà. Que ce soit par exemple de la whey, ça peut être intéressant aussi parce que si tu es dans une diète où, bah, par exemple, tu vois, quand tu es plus haut en glucides, bah, automatiquement, tu as aussi un peu plus de prot, avec le riz, ce genre de choses. Quand tu descends un peu, bah, tu as un peu moins de riz, donc peut-être que tu vas devoir mettre plus de viande. Mais pareil aussi, mettre plus de viande, ça a aussi un coût. Quand tu commences à être à des 250, même plus par repas, imaginons, pour avoir tes prods, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc là, la whey, ça peut être intéressant. Petit shaker, ça coûte pas trop cher selon la whey que tu prends. De qualité quand même, si possible. Et ça t'aidera ça t'aidera pour tes protéines. Mais tous les compléments qui ont été cités, ça sert même à rien moi, perso, que j'ai épilogue dessus, mais je me dirais que ça sert à rien, c'est marketing. Un complément alimentaire, ça doit t'apporter ce que tu n'as plus. Euh, et si tu peux réussir à perdre du poids grâce à la diète, inutile de rajouter un complément qui, comme dit, ne te servira à rien parce que je pense que les gens voient les fat burners comme je peux continuer à manger énormément, je vais brûler de la graisse. En gros, c'est ça. Je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, mais en gros, c'est Ouais, mais ça. si, ils attendent beaucoup des compléments alimentaires, alors que c'est Bah, c'est pas. faux. Voilà, c'est faux. C'est faux. Donc, autant pas perdre de temps, garde ton argent, investis-le intelligemment et voilà, Mm. simplement. Non, mais c'est clair. Je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que avant tout, avant de se poser la question des compléments alimentaires, il faut que tu gères et que tu traques tes calories. Il faut que tu gères et que tu traques ton NEAT, donc tout ce qui va être dépenses. Il faut que tu gères et que tu traques tes entraînements. Une fois que tu as fait ça, l'optimisation via des compléments alimentaires ça peut se poser, quoi. C'est vraiment qu'à ce moment-là. Ensuite, moi, j'ai plein de suivis qui sont dans un déficit calorique et qui ne prennent pas de compléments alimentaires parce qu'au niveau de leur diète, ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils ont voilà, des aliments divers et variés qui vont leur apporter tous les micronutriments qu'ils ont besoin. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Je veux dire, ce qu'il te faut pour perdre du poids, c'est, on l'a déjà dit, un déficit calorique. Et après, la gestion qui va avec, bien évidemment. Mais voilà, les compléments alimentaires qui ont été cités, c'est secondaire. Et puis encore une fois, ils sont marketing. Flo l'a très bien dit. La L-carnitine, les fat burners, le Go-BHB, là, je ne sais même pas ce que c'est. Ça, c'est nouveau. Ça doit être encore. Enfin, il y a aussi tout un tas d'autres compléments alimentaires. On l'a déjà dit aussi. Quand vous voyez sur le packaging du complément alimentaire où il y a écrit X machin, super perte de poids, efficacité 100% prouvée, machin. Vous savez très bien que c'est du bullshit, c'est de la publicité mensongère. Ce qu'il faut avant tout, voilà, on l'a déjà dit, traquer les calories, l'entraînement et le NEAT. Ensuite, pour l'optimisation, et donc c'est là où les compléments alimentaires peuvent se poser, la prise de compléments alimentaires peut se poser, c'est ce que vous voulez privilégier. Est-ce que vous voulez plus être dans un aspect santé, donc peut-être, comme on l'a dit, gérer avec le collagène, les oméga 3, les multivitamines, les multiminéraux, enfin les vitamines et les minéraux. Et à ce moment-là, c'est du cas par cas, vous prenez ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque, ce qui n'est pas apporté par votre diète. Et voilà, à ce moment-là, c'est là où les compléments alimentaires sont intéressants. Mais en aucun cas, voilà, n'allez pas balancer votre argent dans des compléments alimentaires qui ne vous serviront absolument pas. Alors, c'est vrai que je pense que vous avez tout résumé. C'est surtout qu'on a le même point de vue là-dessus, quoi. Exactement. Les compléments alimentaires, quand on pense compléments alimentaires pour une perte de gras, dans la tête des gens, tout de suite, c'est fat burner, carnitine, etc. Toutes ces choses-là. Et même certains pensent que pour perdre du gras, il faut acheter les ceintures de sudation, etc. Tous les accessoires aussi qui vont avec. En réalité, non. Les compléments alimentaires on va dire, je pense que tous les trois, donc on va reprendre notre expérience, tous les trois, donc on a fait une phase de cut différente, etc. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais je ne pense pas qu'on ait changé tant que ça nos compléments alimentaires. Comme dit Flo, moi sur la fin, donc j'ai rajouté un peu d'oméga 3, mais parce que ça avait tendance à me manquer, mais sinon, non, ça n'a pas changé par rapport à une prise de masse. Et si aujourd'hui, voilà, tu ne prends pas de complément alimentaire, tu es dans un objectif de faire une perte de gras,
très honnêtement, il y a très peu de chances que tu aies besoin de prendre des compléments alimentaires. Là où tu vas en avoir besoin, c'est lorsque ton apport calorique va commencer à être très faible et à ce moment-là, eh bien, tu devras te complémenter en tout simplement là où tu commences à avoir certaines carences. Mais autrement, tu n'en auras pas besoin et tout ce qui va être carnitine, fat burner, etc., tout ça, très honnêtement, ça ne va faire zéro différence dans une perte de gras. Il y a des études qui sont sorties qui sont très intéressantes sur ça, qui ont testé tout simplement l'efficacité des fat burners et il s'est avéré que, il n'y en a quasiment aucun qui fonctionne. Les seuls qui fonctionnent, en réalité, ils fonctionnent grâce à la caféine qui est dedans, qui du coup donc améliore ta dépense énergétique. Mais c'est uniquement grâce à la caféine que du coup tu as ça. Mais tu prends un café, tu auras exactement le même effet. Donc faites toujours attention à ces compléments qui sont très marketing. Et au final, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Je pense que pour finir avec les compléments alimentaires, on peut peut-être dire ceux qu'on a pris pendant notre déficit. Alors, il n'y a pas vraiment de choses qui changent, mais Ouais, c'est ce que j'allais dire. peut-être par rapport aux quantités. Flo, vas-y, je te laisse commencer. Au final, c'est quasiment les mêmes à l'année. Alors, le matin, j'ai le classique multivitamine, oméga 1, oméga 3, collagène, créatine. Est-ce que j'en oublie? Non, il me semble pas. J'essaie de me faire à peu près dans la tête quand je les mets. J'ai la Malto ou le Vitargo, ça dépend ce qu'il y a pendant mes entraînements. Alors bien sûr, ça par contre, ça c'est le truc qui arrêterait, ça c'est le truc qui est descendu. Ça oui, clairement, c'est aller dans l'effet inverse, c'est descendu. Exactement. Ouais, ça c'est différent. Ensuite, du coup, le midi, j'avais collagène, créatine, 1 oméga 3. Et ensuite, le soir, j'avais juste collagène, zinc, magnésium et c'est tout. On a les mêmes. Mais tu as dit quelque chose d'hyper important. Les compléments alimentaires qu'on prend, qu'on soit en déficit, en maintenance, en surplus, ça sera toujours les mêmes. Parce que beaucoup associent les compléments alimentaires à quelque chose qu'ils vont prendre pendant une certaine période. Alors, bien sûr, il y a encore cette mode de je vais faire une cure de créatine, je l'ai encore entendu il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà. Un shoot de créatine. Les compléments alimentaires, si vous voulez vraiment qu'ils soient efficaces, prenez-les dans le temps. Donc, les compléments alimentaires qu'on prend, nous, là, on les prend tout le temps, tous les jours. Et ça, depuis des années. Ouais. Et de la whey, j'ai pas dit, mais ouais, de la whey aussi, pas de temps en temps. Là où du coup c'est intéressant, donc Flo t'a donné tes compléments, je pense que voilà, on a tous les trois les mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir du coup donc comment on a géré un peu les fluctuations par rapport à ça. Je vais prendre mon exemple. Encore une fois, lorsque j'étais en surplus calorique, je prenais du coup donc du multivitamine en général. Alors soit je le prenais un jour sur deux, soit un jour sur trois. Et pareil, au niveau de mes oméga 3, j'avais donc 2 gélules en moyenne par jour. Bien sûr, c'est des moyennes, hein, ça varie en fonction de ce que je mange. Et la malto, j'avais 50 grammes pendant ma séance. Et du coup, Alors pourquoi Rémi rigole? Parce que quand j'étais encore sur Limoges, on partageait nos compléments alimentaires. Et c'était moi qui avais, entre guillemets, la réserve. Et quand il venait pour recharger la sienne, eh bien, du coup, il me disait, mais c'est pas possible que c'est descendu. Et à chaque fois, je lui disais, mais non, je prends que 20 grammes de malto. Quel enfoiré, il prenait des scoops, allez. Et là, du coup, il vient d'apprendre que j'en prenais 50 grammes. Non, mais je le savais très bien, attends. donc voilà. Et du coup, donc, mes quantités en cut sont que du coup, donc, ma malto est passée de 50 à 30 grammes. Je ne suis pas descendu en dessous des 30 grammes. Ouais. Et ensuite, ma quantité d'oméga 3 est passée du coup donc, de 1 oméga 3 matin, midi, soir. Et alors, ça variait de temps en temps quand j'avais du poisson gras, ce genre de choses. Mais voilà, c'était ça fixe, alors qu'avant, ça variait entre 1 et 2, on va dire. Et multivitamine tous les jours. Zinc magnésium, ça n'a pas bougé. Ah oui, j'ai du zinc magnésium le soir aussi qui n'a pas bougé. Et sinon, voilà. Donc, il y a quand même quelques différences. Mais bien sûr, j'ai pas, à partir du moment où je suis passé en déficit, j'ai pas. Voilà, ma malto, je l'ai gardée à 50 grammes. Il n'y a que dans mon deuxième mini-cut que je l'ai passé à 30 grammes. Pareil pour les oméga.
Donc voilà, ça s'est pas fait à partir du moment où je me suis mis en déficit. Je me suis pas dit ah bah tiens, je change tous mes compléments. Ça s'est fait au fur et à mesure. Mais voilà, au final, si tu veux réussir ta perte de gras, tu n'as absolument pas besoin d'un fat burner ou ce genre de choses. La plupart des gens, enfin la plupart du temps, je dis aux gens mais conservez votre argent parce que ça C'est coûte une clair. blinde. Hein. Ouais, Il y ça a, coûte très cher. il y a des gens qui achètent fat burner carnitine pré-workout. Bah ouais. Voilà. Et avec ça, ouais, t'as déjà 3 mois de suivi. T'as 3 mois de suivi en coaching. Ouais, ouais, ou t'as un investissement dans une action chez n'importe quel trader ou Ah application ouais. de. C'est vrai que toi, tu es investisseur. Ah ouais, Mais, là-dessus, là, tu nous mais, largues. mais je veux dire, par rapport au côté pour ta progression, Ouais, mais ça, non, clairement. Bah ça oui, sera c'est beaucoup sûr. plus utile. Ça sera beaucoup plus que tout ça. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui pensent à ça lorsqu'on leur dit complément en cut. Et une des questions aussi, alors, elle n'est pas dans les questions qui sont notées, mais c'est une question qu'on me pose souvent, qui est, doit-on arrêter la créatine lors Ah d'un bah voilà. déficit calorique? Ah bah oui, sinon Ouais, tu vas faire de la rétention d'eau. Donc, ouais. Bah oui. J'y ai fait un écho tout à l'heure. Et la ouais. créatine, c'est quelque chose que vous devez prendre sur le long terme. Ne vous dites pas, bon, bah voilà, là, je vais faire pendant 5-6 mois un peu de créatine pour essayer de prendre du muscle. Voilà, quoi. C'est un raisonnement qui tient pas debout. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut arrêter de. En vérité, s'il y a bien un complément que la planète entière devrait prendre, c'est de la créatine. Que tu sois Mm. jeune, que tu sois pas jeune, peut-être pas tout jeune, mais en tout cas que tu sois sportif, non sportif, vieux, plus jeune. Déjà parce que c'est un on est d'accord où il y a le plus d'études dessus. Au niveau du sport, nous, parce qu'on est dans le bodybuilding, la musculation, on sait les effets que ça fait. Et encore, ça dépend. Je crois que c'est 30% de la population, non? N'est pas réceptif ou qui a déjà les taux de créatine Non, hauts. non, c'est qu'il y a en fait, il y a différents facteurs qui font que les personnes sont plus réceptives que d'autres. J'en avais parlé. J'avais, Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, justement, j'en avais parlé avec la maison de la masse qui, lui, n'avait pas du tout réceptif à ça. ah ouais, bah, j'ai fait une vidéo il y a, je dirais, 1 an maintenant sur le sujet justement. J'avais fait toute une série, j'avais fait genre une série de 12 vidéos sur la créatine. Mais il y a Je me tellement suis, de choses à dire. il y a tellement de choses à dire et j'ai arrêté le jour où, au bout de la deuxième vidéo, il y a un mec qui m'a dit ouais, mais c'est un compte sur la créatine ou quoi? Du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Mais du coup, ouais, il y a plein de choses et en gros, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Mais ça, c'est pour la partie, évidemment, la partie muscle, prise de force, etc. en bodybuilding. Mais tout ce qui est. Euh, c'est bien sur ça que j'avais vu qu'ils en donnaient en Amérique à certaines personnes âgées pour prévenir de Ah, c'est en l'Alzheimer. Chine. C'est Ouais. en, L'Alzheimer. c'est- ouais, C'était pas ça? c'est en Chine qu'ils font En ça. Chine? Ah, j'étais Ouais. persuadé que Et, c'était en Amérique, tu vois. et ils font. Alors, ils l'ont peut-être fait en Amérique, hein, je sais pas. Moi, je sais que les études que j'ai lues, c'était en Chine. Et effectivement, chez les personnes âgées, il y a beaucoup d'effets positifs dans beaucoup, beaucoup de maladies. Mais de toute façon, en fait, la créatine, les gens le cataloguent comme un complément alimentaire performance, Voilà, c'est ça. alors que c'est plus un complément alimentaire santé en Ouais, réalité. clairement. Donc, il y a beaucoup de compléments comme ça. Hein. C'est comme le collagène. Le collagène, c'est plus un complément alimentaire santé au final, Mhm, qui fait que tout le monde devrait en prendre. Hein. mhm. Ouais, ça aussi, je l'ai pas dit, mais oui, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, il y a beaucoup de compléments comme ça que tout le monde devrait prendre. Et pour en revenir peut-être à la créatine en cut, non, n'arrête pas ta créatine en cut, parce que justement, il y a un effet sur les performances et l'arrêt de la créatine peut entraîner du coup une baisse de tes performances. Et du coup, si tes performances diminuent, tu as des chances de perdre du muscle. Donc c'est complètement con de faire ça. Mais attends, pour aller jusqu'au bout de la question, pour le choix d'une bonne créatine, on peut donner quelques petites pistes. Privilégier plutôt une créatine monohydrate et avec le label Créapure. Voilà, ce sont voilà, les deux éléments pour bien choisir une bonne créatine. Et du coup, pas de panique si jamais actuellement tu avais de la créatine, que genre ça fait 2-3 jours que tu attends ton colis, tu vas pas perdre de la force ou du muscle parce que là, je le vois venir, parce que là, tu as dit, Oui, ouais, arrête pas la créatine et tout, tu as eu de la marge avant que. Donc, stresse pas, va pas essayer de suivre la route du livreur qui vient de je sais pas d'où pour à tout prix la récupérer. S'il a un peu de retard avec les fêtes et tout, t'inquiète, continue à t'entraîner, fais comme si de rien n'était et ça ira très bien. exactement. Et fact, c'est ce qui m'arrive en ce moment. J'attends ma commande de malto
et de créatine. Mais j'ai encore quand même de la malto. La créatine, j'en ai plus depuis quelques jours. Et pour autant, voilà, je suis toujours là, toujours debout. Créatine, il y en a de nouveau, donc autant en profiter parce qu'à un moment, il y avait une grosse pénurie. Là, ça va un peu Ouais, mieux. ouais, ouais. C'est vrai C'est aussi. l'usine Créapure qui est en Allemagne, qui a c'est ça. eu effectivement des problèmes d'acheminement de matières premières depuis le confinement, etc., etc. Et je crois que c'est le marché asiatique aussi qui s'est pas mal ouvert, ce qui fait Ouais. qu'il y a pas mal de choses qui sont parties là-bas. Et du coup, ça a fait que, nous, en Europe, on a eu quelques petites difficultés à avoir de la créatine. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Je crois, On a encore dérivé pas mal, hein. comme d'hab. Alors, je rouvre ma boîte à questions. Rémi, la prochaine, elle est pour toi. Allez. Alors, on va peut-être. Il y a une dernière, c'est une dernière grosse question. Je propose qu'on mette des petites questions entre, parce que je pense que la dernière question, c'est la question de fin. Ok. Donc, alors, Rémi, j'aimerais revenir un peu sur la perte de gras localisée. Est-ce que c'est possible ou pas? Oh, purée. Alors là, la question. À la perte de gras localisée. Déjà, si tu commences à te poser cette question-là, c'est que tu imagines perdre localement au niveau des abdos, peut-être un surplus de gras. C'est peut-être plutôt ça. Je dirais plutôt qu'il y a deux écoles. D'abord, c'est de perdre du poids naturellement avec le déficit sur du long terme, petit à petit. Et après, c'est vrai qu'il y a des études qui ont été traduites par Michael Gundil et Frédéric Delavier sur la perte de poids locale avec un protocole de série de travail locale avec voilà, des séries longues pour ces zones-là, mais n'espère pas avoir une définition hyper précise si tu as quand même un body fat de 20% sur une zone que tu espères perdre. Voilà, c'est plus comme ça qu'il faut le prendre. D'abord, perdez du poids globalement et après, localement, vous pourrez peut-être avoir via ce protocole-là des résultats, mais n'espérez pas faire tout votre corps de cette façon-là. Je ne sais pas si je suis assez clair. Ce que je veux dire par là, vraiment, c'est que la perte de poids, c'est avant tout global. N'imaginez pas perdre local dans un premier temps. Et après, pour les personnes qui veulent essayer d'affiner plus une zone pour un objectif de compétition, par exemple, parce que c'est là aussi que la question se pose, vous pouvez, via un protocole d'entraînement spécifique, délocaliser un petit peu de gras, mais vraiment, n'espérez pas non plus et ne misez pas tout là-dedans. C'est ça, et en plus, je crois que ce que tu disais pour Michael Gundil, ça a vachement mal été compris, parce que le truc, c'est que c'est d'abord, tu vas perdre ton body fat avec une perte de gras. Mm. Ensuite, tu vas pouvoir faire une série, par exemple, sur une grosse année, une série de travail genre de 100 aux abdos pendant une année. Et il serait peut-être prouvé que lorsque tu vas reprendre du gras, tu vas moins facilement en reprendre sur cette zone-là. Ouais. Mais c'est Alors, pas genre tu vas faire 100 séries d'abdos, tu vas continuer à manger tes McDo, etc. Et comme par magie, le gras va partir des abdos, mais C'est tu l'auras ça, c'est partout ça. ailleurs. Ouais, c'est ça. N'imaginez pas faire des crunchs tous les jours en essayant de rush les 100 reps tous les jours. C'est pas ça qui va vous faire perdre du poids localement, hein. Ça, alors justement, c'était plus dans ce sens-là. Au niveau des études, c'était que, en gros, le fait d'activer une zone, majoritairement, on va prendre les abdos parce que c'est ça qui intéresse tout le monde, en gros, va permettre d'activer plus la perte de gras à ce niveau-là. Et c'était ça. Et d'ailleurs, du coup, donc, bien justement, Michael Gundil recommandait de faire des séries d'abdos un peu tous les jours comme guise de cardio. ouais. Mais Et au final, parce que ça permet aussi d'avoir une dépense énergétique, au final, donc oui, la perte de gras localisée a été prouvée. C'est Jean Honche qui avait fait une vidéo sur ça pour préparer sa compète, qui faisait des séries de hip thrust pour avoir les fessiers striés. Il faisait ça tous les jours. Et au final, en fait, donc savoir que c'est possible, c'est une chose. Par contre, il faut toujours faire derrière quels sont les bénéfices que ça va t'apporter par rapport au temps que tu vas y passer. Parce que même si c'est prouvé, il faut savoir que dans la science, lorsqu'on dit oui, c'est bon, c'est possible, il y a une différence, il faut voir de combien elle est cette différence, hein. Parce que si c'est vraiment ultra minime, ça ne vaudra pas forcément le coup. Et très honnêtement, faire des séries de 100, faire 5 séries de 100 pour les abdos tous les jours,
dans ta tête, tu vas te dire, ouais, génial, c'est bon, je vais avoir les abdos de Greg Plitt, ceux qui ont la rêve du premier podcast. Eh bien, c'est bon, si je fais ça, je vais avoir les abdos de Greg Plitt. En réalité, c'est faux. Ça va, certes, t'aider à perdre un peu localement, mais tu sais, c'est un peu le même effet que lorsque tu prends un complément alimentaire. Tu sais, tu le prends, tu as l'impression que, voilà, moi, la première fois que j'ai pris de la whey, j'ai cru que le lendemain, j'allais me réveiller, j'allais être Ronnie Coleman. Eh bien, c'est un peu la même chose avec tes abdos. Tu vas faire ça en pensant que, eh bien, tu vas te réveiller à la fin de la semaine en ayant fait ça, tu vas avoir les abdos ultra découpés. Et en réalité, non. Parce que, encore une fois, il faut toujours faire le ratio temps passé par rapport au résultat. Et spoiler, ça va pas être très, très efficace. D'autant plus que eh bien, ça va t'apporter de la fatigue. Et cette fatigue en déficit, c'est quelque chose qu'on essaye de limiter. Donc, quand une personne me dit oui, la perte de gras localisée, ça a été prouvé, machin, etc. Je dis oui, si tu veux. Bah, essaye de le faire. Tu vas vite te rendre compte. C'est un peu comme moi et ma marche lestée, tu vois. Il y avait la théorie et derrière, quand il y a eu la pratique, c'était un peu différent. Je me suis dit que voilà, jusqu'à 10 kilos, c'était bien et au-dessus, c'était plus forcément la meilleure des choses. Ouais. Eh bien, les abdos, c'est la même chose. Au début, tu vas faire ton premier jour, tu vas être content. Ta première semaine, tu vas être content. Après, tu vas te rendre compte que d'une, c'est une contrainte au niveau du temps, et deux, en plus de ça, eh bien, ça ne t'apporte pas réellement de résultats, et trois, tu vas te rendre compte que ça te fatigue. Et en plus, ça peut même t'handicaper sur ta récupération pour les gros mouvements, etc. Avoir une sangle abdominale flinguée quand le lendemain, tu dois faire du hack squat. Surtout quand tu perds du gras, que ton tour de taille diminue, que tu as tendance à être un peu plus fragile au niveau du tronc. Si tu n'as pas une sangle abdominale à toute épreuve pour exploser des ceintures quand tu fais du pendulum, eh bien, je peux t'assurer que tu vas avoir du mal. Donc, effectivement, voilà, la perte de gras localisée, pour moi, c'est quelque chose sur lequel la plupart des gens ne devraient pas se concentrer. Ouais. Et encore une fois, quand tu as un objectif, je ne sais pas, imaginons Flo à sa compétition, qui a tendance, voilà, qui a 7 jours de sa compète ou 10 jours de sa compète, etc., se rendre compte qu'il a le cul un peu voilé, peut-être que ça peut valoir le coup de mettre des séries de hip thrust, etc. Et encore, c'est une stratégie qui est possible, mais c'est pas forcément une stratégie qu'il va faire, tu vois. Donc, encore une fois, la muscu, c'est ça. Et c'est à ça aussi que sert la science dans la muscu, c'est à nous apporter des outils dans une boîte à outils qui va te servir à ta progression. Mais encore une fois, cette boîte à outils, tous les outils ne sont pas nécessaires et tous les outils ne vont pas t'être utiles. Il faut juste choisir les bons au moment où tu en as besoin, tout simplement. C'est ça. Donc oui, la perte de poids local, oui, mais ne mise pas tout dessus. Exactement. Ouais, c'est vrai, aussi simple que ça. Je crois que c'est moi qui ai fait de la poésie là cette fois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La boîte à outils, voilà. Le programme vivant et la boîte à outils. Le programme vivant et la boîte à outils. Rémi, c'est à toi la prochaine. Au final, les questions comme ça, la question était beaucoup plus courte et je pense que c'est pour ça qu'on va introduire d'autres petites questions courtes avant de finir avec la dernière grosse question parce que c'est des questions qui sont intéressantes et qui, je pense, valent le coup quand même d'être traitées. Ouais. Il y a une question qui m'était posée donc juste avant, c'est comment gérer la bigorexie pendant un cut. Flo, du coup, c'est à ton tour. Je pense que on fait peut-être un récap de ce qu'est la bigorexie avant de commencer pour ceux qui ne seraient pas. La bigorexie, du coup, c'est alors si je dis pas de bêtises parce que c'est pas un terme que j'utilise souvent, c'est quand tu es accro à l'entraînement, tu veux tout le temps aller t'entraîner. On est d'accord, c'est bien ça ou je me trompe? C'est ça. En fait, tu es accro en fait au sport et à et l'image que tu as de toi. En fait, tu n'es jamais réellement satisfait que de l'image que tu reflètes. Et pour toi, en fait, voilà, lorsque tu te regardes dans la glace, tu te sens pas forcément bien, tu te sens jamais suffisamment musclé, tu te sens jamais suffisamment sec, ce genre de choses. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a bigorexie et dysmorphie. Je vais faire le petit cours de prof. Dysmorphie, c'est vraiment ta silhouette, tu as l'impression d'être toujours fin. Et la bigorexie, c'est justement aimer être musclé, gros. C'est plus dans ce sens-là. C'est ça, effectivement, la question est bigorexie / dysmorphie. Effectivement, j'ai posé que la première, mais effectivement, on comprend l'aspect, on comprend ce que ça veut dire. C'est un peu tout cet aspect-là.
Et la question en fait est posée dans le sens, parce que c'est pas une question qui a été posée en fait dans la boîte à questions. C'est une question qui a été posée en message privé directement parce qu'elle était plus longue. Et en fait, du coup, donc là, c'est pour mettre un peu de contexte, c'est que la personne ne supporte pas en fait de voir son corps maigrir au fur et à mesure de la perte de gras. Et du coup, donc mentalement, ça l'affecte. Et du coup, elle a du mal à aller au bout de sa perte de gras parce que, eh bien, elle a l'impression qu'elle va terminer skinny au final et que à la fin, lorsqu'elle l'aura terminé, elle va être toute maigre, etc. Ok. Là, ouais, du coup, si on a posé les bases, tu me dis, je pense. Pour moi, c'est un peu comme, est-ce que je vais être plus faible dans mes entraînements, en gros, quand je suis en sèche, tu vois. Si tu te poses la question, bah, ne fais pas une sèche. Si ça te travaille trop de te dire, est-ce que je vais devenir faible quand je vais passer de la sèche à la prise de masse, ou est-ce que je vais devenir maigre quand je vais passer de la prise de masse à la sèche? C'est un peu ce qu'on disait dans le premier podcast. Limite, c'est si tous tes paramètres, que ce soit les plus importants, au final, je vais faire le mental en dernier, mais la famille, le travail, ta vie privée, ton sommeil, etc. Et du coup, ton mental, c'est le plus important, n'est pas en accord avec, OK, je vais perdre du poids, je vais peut-être perdre des joues, je vais peut-être perdre des bras, je vais peut-être perdre des jambes, des mollets, etc. Et encore, bon, voilà. Ne fais pas une sèche. Au final, si tu n'es pas en accord avec, c'est la même chose, si tu n'es pas en accord avec tes objectifs, si tu n'es pas en accord avec, je veux publier du contenu tous les jours pendant 1 an, mais je ne suis pas prêt à passer 2 à 5 heures par jour à faire du montage, ne le fais pas. Moi, je pars de ce principe-là. Si vraiment ça te fait peur à un point et que je dirais limite, au final, c'est presque une phobie. Au final, tu vois, c'est vraiment le truc c'est comme, c'est presque, ouais, au final, presque une phobie. C'est vraiment en avoir tellement peur. Soit au bout d'un moment, tu te dis, je prends le taureau par les cornes, j'y vais, on verra bien ce que ça donne. Et si vraiment tu n'es pas prêt à suivre le processus et à passer outre cette phobie limite ou cette peur, ne te force pas. Je dirais ça comme ça. C'est assez intéressant. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que si dans ta perte de gras, tu t'y prends bien, tu vas perdre du gras. Voilà, uniquement du gras. C'est ce qu'on disait au début. Perdre du gras, perdre du muscle dans un déficit, il faut vraiment s'y prendre mal pour que ça arrive. Et si du coup tu looks plus maigre au cours de ton déficit, eh bien c'est parce que tu as perdu du gras. Mais le gras, ce n'est pas du muscle. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Alors, je voulais pas trop en dire, mais je pensais que Rémi allait citer Rudy Koya parce que je sais qu'il l'aime bien. Rudy Koya disait le gras, c'est le leurre du naturel. Ah ouais. Il y a exactement la belle phrase, ça. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui pensent être musclées alors qu'elles sont juste grasses. Ouais. Et c'est ça le problème. Le gras n'est pas du muscle. Et au final, quand ces personnes font des cuts, elles ne supportent pas cette nouvelle image, et puis le fait de flotter au final dans leurs vêtements, ou même parfois c'est juste de voir un poids trop faible sur la balance. Tu vois, la personne, elle fait 1m80, 100 kg, elle part pour un cut, et voilà, le cut avance, on passe la barre des 90 kg, elle est là, bon bah merde, j'ai toujours du bide. Elle passe la barre des 80 kg, bah merde, je commence à voir mes abdos, mais il faut encore que je descende plus bas. Et là, ça commence à devenir dur. Et la plupart des gens, voilà, quand ils commencent, moi j'ai vu des gens commencer des cuts, ou même parfois avoir certaines personnes en suivi. On fait le premier rendez-vous bilan, donc j'ai les photos, et elle me dit, bah voilà, j'aimerais faire une perte de gras. Je pense, voilà, donc je fais 110 kilos, je pense que j'ai 10 kilos à perdre. Moi, je regarde les photos, j'étais plus parti sur un 30. Et c'est ça le truc, c'est que déjà, la règle d'or en muscu, encore une fois, je pense que Rémi, celle-là, je te la vole, je suis désolé. On a toujours beaucoup plus de poids à perdre que ce que l'on pense. Ouais, on a toujours plus de body fat que ce que l'on pense, ça c'est clair et net, ouais. Ça c'est vrai de vrai. Si tu penses vouloir perdre 10 kilos, mais c'est ce que dit aussi Koya, si tu penses perdre 10 kilos, dis-toi que tu en as le double. Le double, voire le triple. Hein. Mais vraiment, hein, Pour certains, c'est ça. Si tu te dis, ouais, non, j'ai juste 10 kilos à perdre,
Non. Non, non. On en reparlera quand tu auras perdu 20 kilos et qu'il te restera 10 à perdre. C'est comme ça. Le poids, c'est un chiffre. Le poids, c'est un indicateur. Le poids, ça ne veut rien dire. Très honnêtement, c'est comme tout et c'est individuel. Mais il ne faut pas avoir peur de voir ce chiffre baisser. Il ne faut pas avoir peur de passer d'une taille double XL oversize à une taille XL si besoin. On s'en fout. Si tu as du gras à perdre et que tu ne perds que du gras, eh bien, ça sera forcément quelque chose de bénéfique pour toi et dans ta progression. Je renvoie encore une fois à ce qu'on a dit dans le premier épisode, mais le gras appelle le gras. Et plus tu seras gras, et plus tu auras des chances de faire du gras par la suite. Donc, ce message-là, oui, j'ai pas envie de perdre trop, etc. Les personnes, elles m'envoient des photos d'elles, je check, elles me disent, bah, là, je vais repartir en surplus. Ouais. Je regarde, la personne, elle est à plus de 20% de body fat. Non, si tu repars en surplus, tu vas faire de la merde derrière. Tu vas refaire plus de gras que de muscles. Va au bout de ton déficit et va au bout des choses. Et malheureusement, c'est ça. Comme disait Flo, il faut déjà être aussi en accord avec toi-même. À partir du moment où tu prends la décision de vouloir perdre du gras, va au bout des choses. Mais par contre, sois sûr de ça. Parce qu'encore une fois, si tu n'atteins pas ton objectif, et on l'a dit déjà précédemment, c'est que eh bien, tu n'as pas réellement envie de l'atteindre. Moi, j'ai une petite histoire par rapport à ça. J'ai un de mes suivis qui avait développé une grosse angoisse au niveau de la balance, au niveau de ses pesées. Et dès qu'on est rentré dans le service du suivi avec cette personne-là, je lui ai dit, écoute, c'est simple, on va faire un déficit calorique, mais tu ne te pèseras jamais. Et ça a vraiment fait du bien chez lui de ne plus se référer à cette balance. Mais par contre, on avait quand même toujours les bilans photos une fois par mois à faire. Et il a vu son évolution comme ça. Et par curiosité, il s'est pesé un jour et effectivement, il a vu le décalage qu'il avait eu avec ses premières pesées avant, voilà, quand il était vraiment angoissé par ça. Et il a passé un peu le cap. Et il est retombé un peu dedans. Et il s'est dit, ouais, maintenant, je suis prêt à me repeser tous les jours. Je sens que je suis prêt, que je suis capable et tout. Je dis, bah, si tu veux, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une pesée par semaine. Et puis finalement, en fait, lui, il s'était dit, non, je veux reprendre d'un coup. Et donc, il se reposait tous les jours. Et il voyait ses fluctuations. Du coup, il est retombé dans cette angoisse de la balance, le chiffre, etc. Donc, je lui dis, maintenant, on arrête, on ne se pèse plus à nouveau. Et même ce que tu fais, c'est que, parce qu'il avait commencé aussi à développer une phobie vis-à-vis du miroir, il n'arrivait plus à se regarder, il trouvait qu'il changeait plus et tout. Je lui ai dit maintenant, c'est fini, tu essayes de garder au chaud tes muscles, tu t'entraînes avec un sweat, tu évites voilà, de te mater dans la glace si tu peux, etc. Et depuis maintenant, quelques semaines, il est reparti dans cette mode de voilà, je travaille pour moi, je ne regarde pas la balance, je ne regarde pas dans le miroir, je fais mes entraînements en mode Dark Sasuke, comme il me dit, et puis, je verrai plus tard. Et il est reparti voilà, comme il faut, dans le droit chemin, d'éviter d'être parasité par toutes ces petites choses. Et j'ai l'impression que ça lui fait du bien donc, à voir pour les prochains bilans. Je vous tiendrai au courant, mais voilà, c'est une personne qui a déjà perdu 10 kilos et je suis vraiment fier d'elle. Mais voilà, elle va continuer avec, bien sûr, les indicateurs, avec des indicateurs en moins, mais quand même des indicateurs visuels avec les bilans par mois. Et la deuxième anecdote, qui est un peu plus drôle, Denis, tu le connais, c'est André. André, qui est un adhérent de ma salle de sport, de notre salle de sport. Et André, il a un truc. À chaque fois qu'il va à Espace Forme, donc la salle où je m'entraîne, il se pèse parce qu'il y a un pèse-personne et il se pèse. Et son truc à lui, c'est d'être toujours au-dessus des 80 kilos. Sauf que André, il est tout petit, il a des tout petits bras, des tout petits humérus plutôt, et il a bon, bah, du coup des gros bras, mais par contre, il a un bide énorme. Et à chaque fois, il me dit, mon ami Rémi, dis-moi comment perdre mon ventre. Je lui dis, bah, André, il faut que tu perdes du poids. Mais il me dit, mais moi, je ne veux pas descendre en dessous des 80 kilos. Je dis, bah, va falloir. Et peut-être que justement, le pèse-personne, il va falloir que tu arrêtes de monter dessus et que tu te dises, bon, bah, je veux perdre du poids et bah, je vais me focaliser sur mon déficit, continuer de m'entraîner, etc. Mais cette personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à rentrer dans le cadre d'un déficit. Mais juste pour la petite anecdote, que tu en parlais tout à l'heure, Denis, il y a des gens qui, le chiffre sur la balance, eh bien, c'est fondamental.
être en dessous des 80 kg, ça veut dire qu'ils sont maigres. Ça veut dire que quand ils sont en dessous, c'est pas des vrais hommes en gros. Et quand ils sont au-dessus, bah, c'est des hommes qui ont leur place en salle de sport parce que elles sont musclées, elles ont passé ce cap-là. Mais on s'en fout. Je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, quand Denis était à 120 kg, quand j'étais à 110 kg, effectivement, putain, on était fort, on était monstrueux. Mais par contre, quand on était à poil, on ressemblait à rien parce qu'on avait un bide énorme. Et voilà, à part les bras qui étaient assez beaux parce que c'est pas non plus une zone où on stocke beaucoup, le reste était dégueulasse. Mais c'est pour dire que, encore une fois, le poids qu'on a perdu, on se disait, bon, allez, si on perd 10-15 kilos, ça sera déjà bien, ça sera une bonne perte de poids. Et en fait, on en avait 5 après encore qui tombaient, puis 5, puis 5. Et on est arrivé à descendre très bas en poids. Et ça nous a fait du bien parce qu'on a vraiment vu notre corps, notre vrai physique. Mais on s'était détaché de l'idée de se dire, bon, bah voilà, passer la barre des 100 kilos, bon, bah, j'aurais atteint le physique à peu près convenable. Non, il a fallu que je descende à 95 pour vraiment voir ce que j'avais. Et bien sûr, j'aurais pu encore descendre, mais c'était un peu l'objectif que je m'étais donné. Donc, tout ça pour dire que quand vous rentrez dans le cadre d'une perte de poids, comme l'a dit Flo, il faut être prêt. Il faut être prêt à perdre du poids, à s'affiner, à avoir du coup moins de bras, à du coup être un peu souple dans ses affaires, avoir un peu plus de place, mais c'est pas grave, ça fait partie du job. Et puis apprécier les résultats, apprécier la petite veine qui va apparaître sur votre bras, sur l'épaule, la taille qui s'affine, vos mensurations au niveau de la taille justement qui diminuent, votre tour de cuisse aussi qui bouge parce que bah, vous commencez à voir apparaître les faisceaux du quadriceps. Toutes ces petites choses-là vont faire que vous pouvez vous rattraper à celle-ci pour vous dire, bon, voilà, j'avance dans mon processus de perte de poids. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Ça m'a fait plaisir aussi d'avoir des nouvelles de André. Oh, Je pense qu'il y a pas mal d'anecdotes sur lui. Sachant que donc là, il veut perdre son ventre, mais la dernière fois qu'il m'avait vu, il m'avait dit, Denis, mon ami Denis, mon objectif, c'est gros bras, gros pec, gros dos, gros ventre. Ben là, il a évolué. Maintenant, là, il veut perdre son ventre. Il a changé d'objectif. C'est plutôt pas mal. Mais ouais, ce que tu as dit, Rémi, c'est assez intéressant. Et la balance, gardez à l'esprit que ce n'est qu'un indicateur. Ouais. Et comme tout, le tour de bras aussi, c'est un indicateur, comme le tour de taille. Voilà, tout ça, ce sont des indicateurs. Le visuel aussi, c'est un indicateur. Il y a forcément un moment, je pense que Flo, peut-être ça te l'a fait, dans une perte de gras, il y a toujours, tu sais, le moment où quand tu commences, ça arrive en général entre 4 à, on va dire, 7 semaines après le début d'une perte de gras. Ça dépend de là où tu pars au niveau de ton body fat. Mais c'est vraiment la période la plus dure dans le cut parce que c'est celle où tu commences à paraître un peu plat et où tu es en même temps encore gras. Mmh. Et ça, c'est le pire moment parce que tu es gras et tu as l'impression d'avoir perdu tout ton muscle. Ouais. Et une fois que tu passes ce cap-là, ton physique ne va faire que s'améliorer. Ton physique va réellement faire que s'améliorer, mais effectivement, quand tu arrives à entre 3 et 7 semaines, tu commences déjà à avoir perdu pas mal de poids. Donc tu regardes la balance, tu te dis, oh merde, ça va quand même assez vite. Putain, je serai jamais. C'est là où tu as perdu 7 kilos sur tes 10 que tu as à perdre. Tu te dis, oh merde, en fait, j'en ai peut-être 30 à perdre, quoi. Et en même temps, bah, tu commences à être un peu plat, donc tu commences un peu à flotter dans tes vêtements. Qu'est-ce qui m'arrive? Et en même temps, tu es toujours gras. Et là, c'est vraiment pire que tout. Et il suffit que tu prennes tes mensurations à ce moment-là. Tu te dis, putain, mon tour de bras, etc. Et c'est ça, plus ça, plus ça, qui fait qu'en général, les personnes finissent par souvent lâcher à ce moment-là. Mais si tu arrives à passer ce cap, eh bien, t'inquiète pas, ça sera vraiment après ton physique, chaque semaine, ne va faire que s'améliorer. Mais vraiment que s'améliorer. Mais il faut survivre à ça. C'est vrai que mentalement, c'est assez compliqué. Et cette façon d'appréhender du coup la perte de gras, c'est très différent d'une personne à l'autre. Moi, j'ai une petite anecdote aussi. J'ai en ce moment donc 2 personnes en suivi dans un objectif d'une perte de gras et ces 2 personnes font à peu près le même poids. Vraiment, genre il y a 200 grammes d'écart sur leur poids de départ et ils vont tous les deux à peu près à la même vitesse de perte de poids, sachant que voilà, ils ont à peu près le même déficit calorique.
Et alors, bien sûr, c'est le même déficit calorique, hein, ils n'ont pas le même nombre de calories. Encore une fois, ça c'est hyper intéressant, mais on ne va pas développer ici. Et donc, les deux perdent environ un peu plus d'1 kilo par semaine, et ça depuis 6 semaines. Donc, elles en sont entre 6 et 7 kilos de perdus depuis le départ. Et j'ai la première personne qui me dit « Oh là là, ça va vite, j'ai peur de perdre mon muscle, oh mon Dieu, il faudrait peut-être qu'on ralentisse, etc. » Alors, bien sûr, quand je suis là, regarde, toutes tes performances sont augmentées, tous les indicateurs sont au vert. Enfin voilà, si vraiment tu as trop peur, on peut ralentir le déficit, mais il n'y a aucune raison. Et de l'autre côté, j'ai l'autre personne qui me dit oh, c'est trop bien, j'ai jamais réussi à perdre autant de poids, oh, c'est top, et puis toutes mes perfs augmentent, c'est génial, j'espère que ça va durer hyper longtemps comme ça. Et encore une fois, elles ont voilà, à peu près le même poids, la même perte de poids, etc. Mais c'est juste en fait la façon de penser qui fait qu'il y en a une qui est là, qui doute, qui se dit mais oh là là, je fais peut-être pas les choses bien, etc. Et il y a l'autre qui du coup se dit oh, j'espère que ça va continuer, etc. Donc encore une fois, ces personnes-là, je les accompagne. Donc, je suis là pour leur dire quoi faire, etc., les rassurer quand il faut. Mais je suis sûr que la personne qui a peur, si je n'avais pas été là, elle aurait déjà réduit son déficit, elle aurait déjà changé les choses, etc. Donc, voilà, encore une fois, c'est vraiment ta perception des choses qui fait que eh bien, tu vas pouvoir aller aussi au bout et réussir ta perte de gras correctement. Mais il y a une grosse part voilà, de mental quand même dans cette perte de gras, bien sûr sur tout l'aspect nourriture, etc., mais aussi sur l'aspect voir son corps changer. On a fait le tour de la question du coup. Ouais, c'est bien. Alors, il est 17h55. Flo, je sais que tu as un problème de chaudière ou je sais pas quoi dans pas longtemps. Ouais, pas vraiment un problème de chaudière, mais oui. Les radiateurs qui font un peu trop de bruit pour moi la nuit, j'aime pas ça. Ok, ça nique ta récup. Du coup, est-ce que... Alors, il nous reste vraiment genre une question. Non, il nous reste plusieurs petites questions. Mais je pense qu'on peut tout mettre dans la dernière. Est-ce que tu penses on peut finir ou pas, Flo? Sinon, on séquestre pour un dernier épisode. Non, On a t'inquiète, 20 minutes. Après, au pire, on pourra toujours faire un live Insta pour faire quelques petites questions. Mais ouais, on devrait pouvoir finir. Après, si jamais ça sonne ou quoi, il y aura ma copine, si jamais, il n'y a pas de souci. Parfait. Sinon, on finit à 4 avec le chauffagiste, hein, comme je t'ai dit. Il y a 18h15. Ouais, 18h15. Je vais regarder s'il voit un message ou pas. Normalement, c'était plus 18h15, ouais. Ouais, je pense que ça, à 18h10, on arrête. Ça nous laisse un quart d'heure. ça peut le faire. Rémi, elle est pour toi, celle-là. Allez. Et c'est pour finir ce podcast. Maintenir un physique sec après la sèche est-il réaliste et sain? Ah, purée. Ouais, il y a trop de choses à dire là. Oh là là. Sur lequel on va développer encore pendant de Alors, longues minutes. Je pense que déjà, avant de commencer, il faudrait déjà revenir sur comment mettre fin à son déficit calorique. Ah ouais, bien sûr. Ouais. La fin du déficit calorique, c'est lorsque physiquement, tu te plais et que tu as atteint ton objectif. Ce n'est pas forcément un objectif de poids, ce n'est pas forcément un objectif lié, je sais pas, à une zone musculaire que tu voulais développer. C'est toi qui définis la fin de ton cut, de ta sèche. Donc voilà, il n'y a pas de se dire, bon voilà, une fois que j'ai atteint les 60 kilos, j'ai terminé mon cut et puis maintenant c'est bon. C'est vraiment quand toi tu as décidé de le faire. Après, l'idée quand même d'une sèche, c'est de descendre suffisamment pour repartir sur une bonne base après. Si tu perds du poids, mais que au niveau de ta zone abdominale, la région abdominale, tu as encore beaucoup de surplus de graisse, peut-être qu'il faut que tu descendes encore un petit peu. Mais ça, voilà, ça, c'est les indicateurs que chacun se définit. Ensuite, la question de comment ne pas tout foirer après. Alors peut-être revenir un peu sur la fin du déficit. En réalité, il peut y avoir plusieurs fins possibles à un déficit. Moi, souvent, ce que je dis, donc encore une fois avec mes suivis, il y a en réalité trois cas de figure possibles. Effectivement, comme a dit Rémi, le premier cas de figure, c'est du coup donc la personne trouve qu'elle a suffisamment atteint son objectif. Donc pour elle, elle est suffisamment sèche. Alors bien sûr, il y a quand même un check avec moi. Si on va dire que je valide, parce que si la personne, voilà, elle est à 20% de body fat, qu'elle me dit je me trouve suffisamment sec et qu'elle veut repartir sur une prise de masse,
encore une fois, bah voilà, je lui donnais des arguments pour lui prouver que c'est pas la meilleure idée. Ouais, mais là, tu parles dans un suivi. Moi, je parle vraiment général. Si chacun est autonome sur son Ouais, déficit. ouais, mais il y a quand même plusieurs autres possibilités. La deuxième possibilité, c'est effectivement là où eh bien, descendre plus bas va commencer à être dangereux pour la santé. Ouais. Il y a certaines personnes qui commencent un cut et ne veulent plus, justement, encore une fois, à cause de ces problèmes d'image, etc. Et après, ça peut débouler sur d'autres choses, l'anorexie, machin, etc. On ne va pas aller jusqu'ici. Mais il y a certaines personnes, après, qui ne veulent jamais mettre fin à leur cut, veulent être toujours de plus en plus sec, plus en plus sec. Et au bout d'un moment, ça peut commencer à être dangereux pour la santé. On a parlé aussi de la diète. Au bout d'un moment, quand bien, on commence à être trop bas en calories ou qu'il commence à y avoir une dépense énergétique qui est trop importante ou qu'il y a des facteurs un peu externes qui commencent à être par exemple, la personne n'arrive plus suffisamment à dormir les nuits parce qu'elle a trop faim la nuit, etc. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent aussi mettre fin à un déficit. Ouais. Mais encore une fois, ça ne va pas mettre fin, peut-être un point final au déficit, mais ça peut être tout simplement une fin temporaire. En gros, c'est là où on peut faire un diet break, etc. Remonter donc à maintenant, c'est ce dont on a parlé la dernière fois. Donc voilà, quand ça devient un peu trop dangereux pour la santé, c'est aussi donc une cause de fin de déficit. Donc premier objectif, tu atteins ton objectif. Deuxième, ça commence à devenir dangereux pour ta santé. Troisième, tu n'arrives plus à le tenir. Tout simplement, truc tout con, c'est Noël bientôt. Noël, c'est une période qui est assez difficile pour la plupart d'être en déficit calorique. Tu peux très bien, par exemple, partir du principe que tu vas être un peu plus haut en calories sur ces périodes-là. Alors bien sûr, sans forcément remonter tes calories, mais Noël va le faire indirectement. Où il y a des personnes qui vont être dans leur famille, ne vont pas pouvoir, etc., avoir autant de contrôle sur leur diète qu'ils le veulent, par exemple pas de balance, ce genre de choses. Tout ça, ça peut aussi, encore une fois, mettre fin à ton déficit de manière temporaire, encore une fois. Et ça peut aussi être, tu n'arrives plus à poursuivre ton déficit parce que, au niveau de la diète, ça commence à être trop compliqué. Tu as trop envie de manger des pizzas, des burgers, etc. Ce genre de choses. Tu n'arrives plus à tenir ta diète où il y a des facteurs externes qui font que tu ne peux plus, hein, tout simplement. J'ai eu une personne il n'y a pas longtemps que j'avais encore une fois en suivi, qui du coup est devenue papa. Eh bien voilà, elle m'a dit je vais mettre en pause mon objectif de perte de gras pour me concentrer sur la naissance de mon fils, etc. Il peut y avoir plein de choses qui font que tu peux avoir un arrêt définitif ou temporaire de ta perte de gras. Ok. C'était la nuance est importante de dire que tu peux soit arriver au bout de ton objectif, soit le mettre en pause et le reprendre ultérieurement. Ouais, c'est ça. Parce que dans la tête des gens, un déficit, tu sais, ça fait... C'est toujours, tu le fais en très une linéaire. fois. Ouais, non, pas du tout. Ouais. C'est ça. Et je le fais et après terminer une bonne fois pour toutes. Non, il y a des aléas de la vie qui font que malheureusement, on peut pas faire ça. J'ai parlé de la dernière fois de mon opération des dents de sagesse. Voilà, je vais me faire opérer des dents de sagesse. Je ne sais pas si je serai en déficit, en surplus à ce moment-là, mais je sais que mon objectif, il va être en suspens pendant une semaine, par exemple. Donc voilà, il y a des aléas de la vie qui font que malheureusement, on ne peut pas toujours faire en sorte que tout soit optimisé pour atteindre son objectif, tout simplement. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, du coup, je ne sais plus sur ce que tu voulais dire, mon frère. Mais non, mais c'était après surtout comment ne pas foirer son résultat. C'est-à-dire que tu as atteint ton objectif et qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas tout casser en fait. Donc bien sûr, l'idée c'est pas de remonter les calories, enfin de doubler les calories, j'ai envie de dire. Bien sûr, les remonter petit à petit et de voir un petit peu comment ton corps réagit. Bien sûr, comme l'a dit Flo, parce que ça le concerne directement, c'est l'introduction d'aliments plaisir, de reprendre quelques repas un peu plus soft, un peu plus agréable à manger, on va dire, en fonction des goûts et couleurs de chacun, encore une fois. Mais voilà, c'est se dire que ça ne sert à rien de remonter comme un fou les calories, mais d'y aller progressivement pour pas vraiment casser tous ces efforts qui ont été menés pendant de longues semaines, longues mois. Donc voilà, c'est remonter petit à petit, traquer dans les grandes lignes. Si tu avais l'habitude pendant ton déficit de vraiment tout traquer, peut-être que tu peux t'accorder un peu plus de souplesse.
et te dire, bon, bah, je vais me détacher sur un repas, de me dire, bon, voilà, je ne vais pas traquer au max, de me dire, bon, bah, je vais m'autoriser quelques petits trucs et que je ne vais pas les compter parce que ça ne sert pas toujours à grand-chose de traquer le moindre petit détail. Et s'autoriser plus de sorties, plus de restos, si tu avais mis tout ça en stand-by pendant ton déficit. Après, Alors, ça va être lié vraiment aussi à comment tu gères aussi ton retour avec tes pesées. Si ton poids remonte de 2 kilos par semaine, bon, bah voilà, là, c'est quelque chose à ne pas faire, mais plutôt te dire que ton poids, il doit remonter petit à petit. Alors, bien sûr, il peut y avoir des fluctuations, de remonter d'1 kilo, puis la semaine d'après, tu ne remontes pas en poids, tant mieux. Et avoir voilà, des petites fluctuations, c'est normal. Et voilà, je pense que tu le repères aussi au visuel. Te dire que bon, tu reprends du poids, mais ça se ressent aussi, ça se répercute sur ton physique. Si tu sens que tu commences à te revoiler à certains endroits, c'est peut-être que tu vas aussi trop vite. Donc, vas-y étape par étape. Prends le temps d'apprécier cette période-là où tu vas remonter tes calories, où tu vas faire attention à ton physique, à tes pesées, mais ne sois pas non plus aussi, on va dire, cadrant que lors de ton déficit. ouais, c'est assez intéressant. Pour faire un retour d'expérience, donc toi, Flo, tu as remonté tes calories progressivement après la fin de ton déficit. Ouais, donc il y a eu la phase de pique-wick, puis on est remonté à maintien un peu bas, et là on est remonté à maintien un peu plus haut, en gros, c'est ça. Ok. Et toi, Rémi, tu es remonté progressivement aussi? Ouais, alors avec moins d'indications, c'est pour ça que avec moins voilà, d'indications, parce que c'était pendant l'été et je suis parti en vacances, c'était le moment aussi de retrouver des amis, etc. Donc c'est vrai que je me suis autorisé, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à pas tout traquer. Bien sûr que j'avais des repas et je connaissais mes macros sur ces repas-là parce que je les connais depuis je sais pas, super longtemps. Mes collations, pareil, je les connais. Mais par contre, si j'avais un repas le soir, je n'allais pas ramener mon petit pesant et me dire, bon voilà, ça fait tant de grammes, tant de calories, machin. Non, non, non. Alors, moi, j'ai fait différemment. Je suis remonté tout de suite à maintenance. De toute façon, j'allais partir en Hongrie. Donc, il fallait que je fasse les choses un peu plus rapidement. Mais c'était le plan de base, de toute façon. Et j'avais peur avec le déficit parce que j'avais jamais pris l'avion, tu sais. Et je me suis dit, putain, ça se trouve, je vais avoir la tête qui tourne, etc. Et je voulais pas accentuer les choses en étant encore un peu en déficit à ce moment-là. Je savais pas, j'avais jamais pris l'avion. Donc, je me disais, merde, ça se trouve, ça, je vais avoir des turbulences, les trucs que tu t'imagines quand t'as pas encore pris l'avion. Si tu te dis, c'est bon, je prends l'avion, je vais me cracher, etc. Denis, c'est un Indien dans la ville, quoi. Ouais, c'est ça, c'était un Indien dans la ville. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai escaladé la Tour Eiffel. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui auront la rêve de ça. Ouais, c'est un vieux film, je pense. Mais alors, du coup, donc pour en revenir à ce que tu as dit, Rémi, effectivement, lors de la fin du déficit, il faut pas tout relâcher non plus. Quelque chose qu'on voit souvent, c'est en général pendant un déficit calorique, ça dépend combien de temps il dure, ça dépend combien de temps, comment il est fait, etc. Mais souvent aussi, les sensations de faim et de satiété sont un peu déréglées. Ce qui fait que tu peux te retrouver à manger des énormes quantités. Par exemple, tu vas genre au resto chinois et tu te pètes le bide. Genre le buffet, tu manges absolument tout. Parce que tu as justement ces sensations de faim et de satiété qui sont un peu déréglées. Et du coup, tu peux en fait faire des orgies comme ça alimentaires qui défoncent, qui ruinent totalement plusieurs semaines d'efforts juste sur un relâchement de plusieurs semaines. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Donc certes, tu peux t'autoriser voilà, des choses comme a dit Rémi, mais essaye de garder, et je sais que c'est difficile, mais essaye de quand même garder un contrôle alimentaire sur ce que tu fais. Et c'est souvent aussi pour ça que c'est quelque chose qui est hyper important, c'est d'avoir, et on l'a dit aussi dans le dernier podcast, une alimentation qui te convient. Parce que c'est bien en fait d'avoir une alimentation qui te permet de perdre du gras. Mais c'est mieux d'avoir une alimentation qui derrière va également te permettre de ne pas reprendre du gras. Parce que c'est ça le problème. Et c'est ça aussi ce dont on a parlé dans le premier épisode, le problème de toutes ces diètes
qui sont très restrictives dans le sens où voilà, tu supprimes tous les glucides, toutes les sources de glucides, tu supprimes toutes les sources de graisse, etc. Oui, mais quand tu as atteint ton objectif, eh bien, c'est compliqué de retrouver un certain équilibre alimentaire, social, etc., tout en conservant ça. Donc, effectivement, le régime qui t'a permis de perdre du gras en créant ton déficit d'une certaine façon, c'est pas forcément celui qui te permettra de pas en reprendre derrière. Et bien sûr, on parle pas du one meal a day, parce que tous les défenseurs du one meal a day sont dans les commentaires, visiblement. Mais du coup, eh bien, il faut quand même que tu aies une alimentation qui, derrière, te permette de ne pas reprendre du gras. C'est pour ça que c'est bien pendant ta phase de perte de gras, d'apprendre à structurer ton alimentation, d'apprendre les bons repères, etc., pour que derrière, eh bien, tu n'aies pas de problème et que ta reprise de gras ne se fasse pas. Parce que, effectivement, alors tout dépend, hein, si tu es descendu, genre si tu as préparé une compète de bodybuilding, ça va pas être très sain de ne pas reprendre de gras. Mais voilà, si tu es descendu, je sais pas, genre à 10-12% de body fat, eh bien le but c'est quand même de ne pas remonter derrière. Oui. Mais il faut quand même essayer de limiter les choses et garder un certain contrôle et garder voilà, avoir une alimentation donc, pendant ton déficit qui te conviendra pour que derrière, eh bien, tu puisses continuer et que tu aies juste au final à remonter un peu les calories, tout simplement. Et comme l'a fait Flo, voilà, au début, quand il était plus bas en calories, il pouvait pas inclure genre une pizza ou un burger ou des sushis. J'ai vu que tu as fait sur Insta il y a pas longtemps. Eh bien, maintenant qu'il a un peu plus de calories, il a gardé sa structure au niveau de l'alimentation, mais juste il a un peu plus de repas plaisir. Et c'est ça qu'il faut garder. Et voilà, il ne faut pas partir dans des orgies de bouffe ou se dire c'est bon, c'est fini. Allez, on lâche les chevaux parce que sinon c'est la meilleure façon de tout reprendre. Et on connaît tous quelqu'un qui te dit ouais, j'ai perdu 15 kilos. Et puis tu le revois 2 mois plus tard, ouais, j'en ai repris 30. Parce que eh bien, sa diète lui a permis de perdre du gras, mais derrière, elle ne l'a pas empêché d'en reprendre. Ouais, c'est ça. Et après, il disait aussi sec et est-ce que c'est santé et tout. Alors, si tu as préparé une compétition et que tu étais sec pour une compétition, donc j'entends bien un vrai niveau de sèche, tu vois, vraiment très sec, un niveau voilà, poussé comme des Anglais ou ce genre de choses, ce sera pas santé de le tenir. De toute façon, déjà, ton corps, au bout d'un moment, il va se débrouiller pour pas te le faire tenir. Tu vas finir par craquer ou quoi. Et en plus, ce sera pas du tout santé de le tenir. Donc, il faut vraiment nuancer le sec. Parce que quand tu es vraiment dans le bodybuilding, tu as plusieurs nuances de sec. Tu as écorché, sec, lean, etc. Pour la plupart des gens, tu vois des abdos, c'est sec. Pour nous, dans le bodybuilding, c'est genre, ouais, il est lean, quoi. Tu vois, il peut démarrer une prise de masse tranquille. Non, il y a plusieurs stades. Donc, Oui. il y a vraiment à savoir le stade de écorché. Genre, tu prépares une compétition, voilà, tu vas juste sur Internet, tu tapes le WNBF UK, tu regardes les physiques qui sortent, qui ont gagné, ce niveau-là de sèche, vrai niveau, et ben ça, à l'année, c'est de la folie de le tenir, même si tu aurais envie de le faire. Impossible, parce qu'au final, ton corps te le ferait comprendre. Dangereux, impossible. Et donc voilà, il faut vraiment mesurer le niveau de sèche à tenir, tu vois. Voilà. Et après, il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux le tenir, mais parce qu'au bout d'un moment, maintenance, c'est bien, mais au bout d'un moment, les maintenances, tu as quand même envie de t'améliorer sur les perfs, puisque c'est quand même l'objectif. Et si tu grattes une rep sur ton hack squat tous les 4 semaines, alors qu'en prise de masse, tu pourrais gratter une rep entre guillemets facilement tous les semaines, voilà. Un mois, 2 semaines, ouais, c'est ça. Bah voilà, au bout d'un moment, il faut faire un choix, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Et puis après, tout dépend de l'objectif que tu as derrière. Si encore une fois, tu es un bodybuilder, que tu dois être ultra sec et que tu veux refaire une compète l'année d'après, eh bien, tu vas devoir essayer de refaire du muscle sur une période. Donc, tu vas forcément devoir remonter les calories pour essayer de faire du nouveau tissu. Donc, revoir ton body fat augmenter. Encore une fois, tout va dépendre de ton objectif. Ouais. Mais on va dire que la plupart des gens qui écoutent ce podcast ne sont pas des compétiteurs. C'est plus, on va dire, des personnes qui voilà, ont un objectif peut-être de descendre à entre 8 et 12% de body fat. Et si tu veux, du coup, donc, maintenir ce physique-là derrière, c'est déjà important que pendant ton déficit, eh bien, tu trouves une alimentation qui te convienne, une structure de l'alimentation qui te convienne, et que derrière, ça reste sous contrôle pour eh bien, le repartir derrière. Tu n'es pas obligé de repartir tout de suite en surplus calorique. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je déconseille. Ouais.
encore une fois, sauf si tu es compétiteur où ça peut s'entendre. Mais fais une phase de maintien pour maintenir du coup une première fois. C'est le principe de l'escalier, tu sais, on descend et ensuite on fait une phase où on valide les résultats et ensuite on voit. Et à ce moment-là, tu pourras repartir sur un surplus calorique, par exemple, mais repars pas sur un surplus calorique énorme. Repars pas, reprends les choses tout doucement. Tu n'as pas perdu autant de gras pour derrière en reprendre. Tu vois, le but c'est parce que en général, donc le genre de personne qui veut descendre entre 8 et 12% de body fat, une fois que tu y es, l'objectif c'est d'y rester et de entre guillemets de jamais repasser par une période de déficit calorique. Une fois que tu as un taux de body fat qui est OK, voilà, tu te mets vraiment en surplus, en léger surplus, et le but, c'est vraiment de faire du muscle tout doucement pour, du coup, éviter de refaire des phases de déficit calorique derrière. Un déficit calorique, c'est contraignant, c'est pas une période dans laquelle tu peux faire du muscle de façon optimale, tu peux pas progresser de façon optimale. Avec la vie sociale, ça peut être compliqué, alors qu'en surplus, la vie est plus belle. En surplus calorique, la vie est plus belle, tout simplement. Voilà, donc si tu peux éviter de repasser par une phase de déficit calorique, eh bien c'est l'idéal. Donc fais les choses de façon à ne pas repasser par une phase de déficit calorique. Et puis il y a aussi l'aspect digestif. Si tu as fait un déficit calorique à tant de calories et que tu décides à remonter quasiment à doubler tes calories et repartir en surplus juste après, je peux t'assurer que ton corps il va te le faire comprendre. Tu vas avoir des gros soucis de digestion, tu peux avoir un ventre qui va péter, comme je le disais en début de ce podcast avec le chou vert. Mais voilà, c'est mauvais. C'est mauvais. Votre corps aussi, il s'est adapté pendant un temps à un déficit calorique. Ne lui remettez pas le double en termes de cal, sinon, ça va faire une bombe dans votre estomac. C'est clair. Donc, peut-être pour revenir, alors j'ai perdu les questions, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, j'ai perdu les questions. Pour en revenir, c'est bon, j'ai retrouvé les questions. On va clôturer de deux surtout. Donc, maintenir un physique sain après une sèche, maintenir un physique sec, après une sèche, réaliste et sain. Réaliste, oui. Tout dépend de comment tu auras fait ta perte de gras. Sain, oui. Tout dépend de jusqu'à où tu seras descendu lors de ton cut. Tout va dépendre en fait de la manière dont tu vas gérer ton déficit et ton après-déficit, tout simplement. Exactement. Je pense que cette fois-ci, c'est la fin. Ouais. C'est un clap de fin pour ce podcast spécial sèche, quoi. Ouais, c'est ça. Non, merci. Non, mais c'était le clap de fin, pas le clap de je suis content. En tout cas, pour vous remercier que ce soit déjà pour l'invitation, parce que ça a été trois épisodes qui ont été, comme on l'a dit en début de podcast, utiles aux gens. Et moi, c'est mon objectif, et c'est pour ça qu'au début, on s'était entendu sur les réseaux, on a fait des lives ensemble, parce que notre objectif premier avant la visibilité, ce genre de choses, c'est vraiment d'abord aider, moi personnellement, en tout cas, aider un maximum de monde, en étant surtout le plus sincère possible, tu vois, sans vendre des trucs, sans je sais pas quoi, au niveau de la façon de parler. Et du coup, remerciement aux personnes, parce que je reçois pas mal de messages aussi de retour sur le 0 RIR en podcast en général, donc merci à ceux qui envoient des messages. Au plaisir de voir qui sera le prochain invité. Et dites en commentaire si vous voulez voir Flo revenir dans le podcast. Et l'algorithme, hein, allez-y là. Attends, ils ont plein de trucs à dire dans les commentaires. On va faire numéro 1 des tendances là. Mais en tout cas, voilà, j'espère que les gens vont vouloir ton retour, Flo. Parce que si tout le monde dit non, eh bien malheureusement, la sentence sera irrévocable. Pas de souci, je serai éliminé de l'équipe rouge. C'est ça, éliminé de l'équipe rouge. Mais en tout cas, ouais, c'était trois super épisodes. Vraiment nickel sur un sujet passionnant avec plein de choses à dire, plein de choses qui ont été dites, plein de choses qui sont restées à dire. Je pense que c'est un sujet tellement vaste qu'il y a plein de pistes qu'on n'a pas pu explorer. En même temps, ça tombait super bien avec ton cut à toi, Flo. Ouais. Du coup, ta remontée, ta peak week, etc., ton après-cut. C'est tombé merveilleusement bien.
Donc voilà, un réel plaisir d'avoir fait ce podcast avec toi, Flo. Quel plaisir également. Merci, ouais. Mais je pense que Flo, il avait fait exprès de faire sa pique-wick et sa sèche pour notre podcast, en fait. Il l'a pas fait pour autre chose, il l'a fait uniquement pour ce podcast. Je l'ai vu venir dans ma boule dans ma boule de voyance. Ah, je vois. C'est comme Non, ça mais il n'y que a pas de souci, même pour refaire un autre, voilà, préparation compétition, après compétition, même un truc, ouais, comment. Bah après, si ça intéresse les gens, ça dépend. Tout le monde s'en fiche un peu des compétitions, mais même ne serait-ce qu'un petit de 1h30, tu vois, comment préparer une Bien compétition, sûr. comment se mettre dedans et tout, sachant que je peux, par exemple, moi, faire une compétition, préparer des gens pour une compétition. Rémi, tu prépares aussi des gens, je crois, pour une compétition. Denis, je sais pas, du coup. Peut-être, oui. Tu spoil non, pas. j'en Non. ai pas. Je ne prends pas les gens pour faire des compétitions. Donc voilà, ça peut être intéressant, je pense, de débattre là-dessus. Bien sûr, bien sûr. C'est Et vrai on pourra prendre le rendez-vous après ton premier show. Ouais, c'est ça, ouais, ça va aller vite, hein, d'ici, ça va aller vite. Ouais, 20 semaines, ouais. 20 semaines, il y aura 20 épisodes qui seront sortis logiquement. Cool. Si on n'est pas trop en retard. Donc ouais, avec plaisir. Tu sais, j'ai ce sentiment, tu sais, du truc qui se finit et t'as un petit pincement au cœur. Tu sais, genre, quand... Vivement la saison 2. Ouais, c'est ça. Alors, j'allais pas dire très une sincère, série, hein, c'est vrai. mais tu sais, genre quand j'étais au lycée et que ça y est, tu sais, t'as fini le lycée ou que t'as fini le collège et que, tu sais, tu te dis au revoir à tes potes comme ça, il y en a certains que tu vas pas revoir, le lycée, tu y reviendras pas, tu sais. Ça me fait un peu ce sentiment-là, genre, When I see you again. J'allais le faire. Avec Paul Walker dans la voiture, tu sais. Et la voiture les voitures Goodbye, qui my séparent, là. friend. C'est ça. Bon, en tout cas, pour clôturer ce podcast, on espère à nouveau qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à continuer de noter le podcast, de commenter, de nous dire ce que vous en avez pensé, etc. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours, hein, toujours pour s'améliorer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, je mets les timecodes des podcasts parce que ça m'a été demandé. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions. Et puis, écoutez, on vous dit à très bientôt dans le 0RR podcast. Merci, Ciao, salut. les gars.